Merci Naïma. Bonjour à toutes et à tous. On est très content. Quand je dis on, c'est le groupe un peu qui travaille avec Naïma, qu'on remercie pour son engagement sur ce sujet en particulier. Un groupe qui essaye depuis l'arrivée de ces droits culturels dans la loi et la réglementation en France, essaie d'apporter une lecture et permettre à l'ensemble des agents d'État de pouvoir s'emparer non seulement du concept, mais aussi de ce que ça peut impliquer derrière dans le quotidien, dans les dispositifs et dans les politiques publiques. Et pour ce faire, il y a eu un premier séminaire en février, je crois, juillet de l'année dernière, où on a pu poser un temps sur les politiques publiques de la culture, mais aussi une approche qui nous paraît importante, une approche de la relation aux personnes, puisque ceux qui ont pu regarder les droits culturels et qui commencent à s'en emparer, on est directement plongé dans la relation aux personnes, et notamment dans ce premier séminaire sur la diversité des cultures des personnes. Et là, on avait travaillé avec Amit Salmi, neuropsychiatre, qui nous avait permis de rentrer dans une sensibilité à la relation, puisque quand on parle de droit, quand on parle de dispositifs, quand on parle de politique publique, généralement, c'est des choses qui sont très distanciées, mais qui ne permettent pas obligatoirement de rentrer dans le sensible et dans la relation aux personnes. Pour cette session, pour ce séminaire, on a souhaité continuer à avancer sur cette entrée de la relation, à la fois dans une vision moins individuelle, moins personne, comme avec Amit Salmi, mais plus dans une vision globale, collective, par une entrée du culturalisme, pour l'entrée du pluralisme, et en particulier comment on met en dialogue plus globalement les cultures et comment on procède par l'interculturalité. Donc c'est le propos de Christophe Évrard qui va se présenter plus précisément, et qui est anthropologue du droit, et qui travaille sur ces notions-là, qui sont au cœur non seulement des droits culturels, mais des droits humains. Donc là, c'est une approche beaucoup plus globale, et cet après-midi, on reviendra à une appropriation, et là je laisserai Anne-Christine Micheux en parler et faire l'introduction cet après-midi, où on sera sur un cas d'espèce d'appropriation des droits culturels par des acteurs et dans le cadre d'un aménagement de politique publique. Donc on va avoir ces deux entrées. C'est pour nous important d'être à la fois sur cette donnée de la relation du sensible entre les personnes et entre les cultures, et de l'autre une vision plus on va dire technique et plus d'appropriation. Voilà. Donc je vous laisse avec Christophe. Et de toute façon, vous êtes dans très bonnes mains, tout va bien. Et puis je vous remercie en tout cas d'être là, au nom du groupe. Donc, merci pour l'invitation. Il faut trouver la bonne distance. Donc, merci pour l'invitation de Naïma et de toute l'équipe. En fait, c'est Philippe au départ qui m'a découvert pour venir. Et je vais vous dire en quelques mots pourquoi je suis particulièrement heureux d'être ici. Je vais me situer un peu pour que vous sachiez qui vous parle. Vous allez voir, dans le dialogue, c'est toujours très important de savoir d'où on parle, avec qui on parle. Et après, petit à petit, je vous dirai un peu ce qu'on va faire et puis on va le faire. Alors avant de commencer, une question, est-ce que certains d'entre vous ont eu la possibilité, j'ai envoyé 2 textes que vous avez eu le temps de regarder? D'accord, donc il y en a déjà qui ont un peu une idée aussi. Dans ce cas, pourquoi je vous pose la question, c'est qu'on peut faire toute la séance de manière un tout petit peu plus interactive. Donc laissez-moi un peu le temps quand même de donner certaines choses. Mais s'il y a certaines réflexions qui vous viennent ou réactions, peut-être des choses qui vous ont déjà trotté dans la tête en lisant, bah, voilà, on peut l'intégrer, on n'est pas obligé d'attendre 2 heures pour
après avoir 1 heure de discussion, si à certains moments il y a des choses qui nous interpellent, ben on peut déjà commencer à en parler. Donc pourquoi est-ce que je suis vraiment heureux de venir? Je veux dire heureux et honoré. Heureux. C'est que ben pour moi, le dialogue interculturel, c'est vraiment quelque chose de très important. J'ai passé une bonne vingtaine d'années quand j'étais dans le monde académique, en fait, à travailler là-dessus. C'était surtout la question des droits de l'homme dans le dialogue interculturel, puis le droit à la gouvernance, le développement durable dans le dialogue interculturel. Mais plus généralement, en fait, ça s'inscrit pour moi dans toute une démarche qui est la chose qui m'intéresse dans la vie, c'est la paix. Et je me suis rendu compte que, pour simplifier, vous avez 2 sortes de paix. Vous pouvez éliminer tous les autres, puis vous êtes en paix. Mais c'est un peu mortifère, c'est un peu mort, c'est pas très drôle. Alors l'autre paix, c'est d'avoir une paix avec toutes ces différences qui sont là, avec des opinions qui ne sont pas vos opinions, avec des objectifs qui ne sont pas vos objectifs, etc. Mais alors comment est-ce qu'on peut avoir une harmonie entre tout ça? Et c'est là que vous commencez à voir le dialogue, le rapport entre la paix et le dialogue. Pour avoir la paix, vous êtes obligé de dialoguer. Et sur les années de travail académique et autres, surtout en tant qu'anthropologue, théoricien du droit, je me suis rendu compte qu'il y avait 4 dimensions fondamentales, on va dire, du dialogue, qu'on va un peu aussi aborder aujourd'hui. C'est le dialogue avec l'autre, de nous renvoyer à un certain niveau un dialogue avec nous-mêmes. Petit à petit, ça va soutenir aussi un dialogue plus largement par rapport à notre environnement. Je dis toujours un dialogue et au-delà. C'est les 4 dimensions. Et donc, première chose, pourquoi je suis heureux d'être ici avec vous, c'est que comme ces choses me tiennent à cœur, comme vous avez la possibilité d'en parler à des gens qui peut-être ça peut leur apporter quelque chose, bah, c'est plaisir. Deuxième chose, donc moi j'ai commencé à travailler sur ces questions il y a un quart de siècle, on va dire, parce que je pensais que, bon, on peut avoir l'intérêt personnel, mais la question du pluralisme, de l'interculturalisme devient un enjeu qui devient de plus en plus important. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est une réalité qui s'impose de plus en plus. Et donc depuis les dernières décennies, c'est effectivement confirmé. Le monde devient de plus en plus pluripolaire, multipolaire. C'est pas que la diversité est forcément devenue plus, mais elle s'est rapprochée, elle est exacerbée. Et on n'a pas forcément l'habitude, surtout quand on vient des centres de pouvoir sur les derniers siècles, à se confronter à cette diversité. Donc la deuxième chose pour laquelle je suis très heureux, c'est que je crois que c'est vraiment un défi collectif très 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 important. Et donc je suis très heureux donc, que le ministère se pose ces questions-là. Donc la troisième raison pour laquelle je suis encore plus heureux, c'est que il y a au début des années 90, quand j'ai fait ma thèse sur cette question, en France, c'était pratiquement tabou. C'était quand je me retrouvais dans des conférences ou des colloques, il y avait eu en 1993 en fait une conférence de Vienne sur les droits de l'homme. Il y avait eu des cultures, des pays non occidentaux qui ont critiqué en fait le caractère occidental de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Moi je me suis dit mais c'est un grave problème. Enfin c'est une question. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on avance ensemble par rapport aux droits de l'homme qui sont un peu la constitution globale? Qu'est-ce qu'on fait? Donc je me suis dit, par rapport à mon DEA, puis par rapport à ma thèse, il faut travailler là-dessus. Il faut voir comment dégager des nouvelles règles de vivre ensemble. Et donc sans savoir si il fallait affirmer l'universalisme, s'il fallait être relativiste, ou s'il fallait trouver une autre voie, je n'avais pas encore de conclusion. C'était juste, le problème est là. Donc essayons de l'aborder. Et à l'époque, quand je disais à des personnes que je travaillais sur les droits de l'homme et la diversité culturelle, les droits de l'homme et le dialogue interculturel, très souvent, les personnes se braquaient, et puis c'était « Ah bon, alors vous êtes pour l'excision, vous êtes pour la torture », sans même pouvoir commencer à parler du problème. Et donc la troisième chose, pourquoi je suis très heureux, ça aura mis une bonne vingtaine d'années, mais que tout d'un coup, les réflexions deviennent audibles. Il y a encore peut-être tout un chemin à faire. Il y a eu 2008-2009, il y a le Conseil de l'Europe qui a sorti le livre blanc sur le dialogue interculturel. Il y a toutes sortes de choses qui se sont faites aussi depuis les années 2000 et ces dernières années. Donc la conscience de ce genre de problématique est en train de monter un peu. Ça ne veut pas dire que les choses sont réglées, parce que c'est plutôt qu'on commence à pouvoir maintenant travailler. Mais pour moi, c'est vraiment une grande joie de voir que quelque part, on a quand même, on va dire, cheminé un peu
sur ces dernières décennies. Alors, en quelques mots, donc, je voulais indiquer, donc, à la base, j'ai commencé comme juriste, qui s'est ouvert au droit comparé. Puis du droit comparé, j'ai commencé à m'intéresser aux cultures non occidentales. D'abord, dans le cadre, j'ai passé une année en Inde pour faire du droit international. C'était à l'époque où l'Inde se posait la question si elle devait ou non s'ouvrir en fait, au marché international. Puis là, j'ai découvert des réalités très très différentes, on va dire, de ce qu'on a l'habitude d'entendre chez nous. Et donc a émergé pour moi la question du dialogue interculturel. Au niveau mondial, quid de ces grands acteurs qui depuis se sont affirmés, et quid aussi des situations dans les ex-colonies. Vous pouvez avoir un système d'État qui a été importé, qui a été légué par la colonisation, mais parfois qui ne correspond pas à ce que, je sais pas, 2 tiers de la population, voire plus, a besoin, en fait. Comment faire donc, pour qu'on n'exclue pas ni des pays entiers, ni des populations à l'intérieur de pays du vivre ensemble, en leur disant qu'ils devraient se conformer à un modèle qui n'est pas leur modèle. Et c'est ça qui m'a mené vers l'anthropologie du droit. Et donc au laboratoire d'anthropologie juridique de Paris, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et c'est là que le vivre ensemble dans le pluralisme m'intéressait aussi. La question des droits de l'homme, c'est vraiment la question, on peut explorer tout ça. Donc j'ai commencé à travailler sur ces questions-là. Et en commençant à travailler là-dessus, on se dit, bon voilà, droits de l'homme, dialogue interculturel, droit culturel. Et puis petit à petit, ça commence à devenir vertigineux. Parce qu'on commence à se dire, oula, mais le droit c'est quoi? L'être humain c'est quoi? Et si on veut repenser les droits de l'homme dans le dialogue interculturel, c'est le droit qu'il faut repenser, c'est la modernité sous-jacente qu'il faut repasser. Donc il faut connaître notre propre tradition. Donc j'ai fait après un autre master en théorie du droit. C'est très interdisciplinaire. Pour connaître ma propre tradition, avoir les moyens critiques d'interroger sa propre tradition, pour après pouvoir dialoguer aussi avec d'autres traditions. Et après, donc en 2000, c'est là que j'avais soutenu ma thèse, et après, en fait, il y a eu un changement. Donc on va en parler un peu, c'est pas le sujet, mais c'est important de l'avoir en arrière-tête. C'est que petit à petit, les modèles de gouvernement, de droit, ont commencé à se faire compléter par les approches, plus justement en termes de gouvernance et de développement durable. Avec cette idée de participation, il faut faire participer. On n'est plus uniquement dans la pyramide, dans les réseaux, dans la responsabilisation des acteurs, enfin, c'est des termes que vous connaissez. Donc j'ai un tout petit peu réorienté, on va dire, ma problématique qui est devenue droit, gouvernance et développement durable sur ce genre de questions. Et donc ça, c'est surtout à Bruxelles, à l'université Saint-Denis. Et en faisant ce genre de travail, la question qui s'est posée aussi, c'est la question du dialogue entre systèmes de savoir différents. Parce que quand vous êtes par exemple en Inde, vous avez la médecine moderne, vous avez les médecines traditionnelles. Il y a tout un processus d'institutionnalisation de ces médecines traditionnelles. Si vous pratiquez l'Ayurveda de nos jours en Inde, vous devez aussi avoir un diplôme universitaire. Qu'est-ce qui se passe dans ces jeux d'institutionnalisation de formes traditionnelles de savoir quand vous mettez une forme moderne dessus? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose? Sous quelles conditions ça peut l'être? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc pour moi personnellement, j'ai toujours pratiqué, puis je continue, les arts indiens et chinois, les arts internes. Je n'ai pas uniquement un point de vue de chercheur de l'extérieur, mais aussi de pratiquant. Donc là, il y a quelques années, en fait, j'ai quitté le monde académique, donc je suis indépendant maintenant, et je passe une grande partie de mon temps à enseigner, entre autres, le yoga et les arts internes chinois, etc. Et que je continue à les approfondir. Et en fait, c'est toutes ces choses-là qui se réunissent un peu par rapport à ce que je vais essayer de partager aussi avec vous. Donc, les questions qu'on va se poser, c'est des questions fondamentales. Parfois, peut-être c'est ce qui vous est arrivé au départ, le droit culturel arrive, et puis on commence à regarder les réglementations, on regarde les normes, et puis on se perd déjà tout de suite dans la forêt. Et on oublie qu'il y a une grande mutation qui est en train de se jouer, et c'est quoi les fondamentaux? Donc, ce qu'on va voir là dans les heures qui viennent, c'est se poser la question, qu'est-ce que déjà le pluralisme? Ce qui va y avoir au fond, en fait, de tout l'horizon dans lequel on s'inscrit, c'est l'horizon du pluralisme. Puis ça va nous faire prendre conscience que si on veut aborder le pluralisme, est-ce qu'on ne se fait pas piéger par la manière dont on l'aborde de manière inconsciente? Parce que peut-être les concepts qu'on utilise pour aborder le pluralisme sont unitaires, uniformisants. Et alors là, grand paradoxe, on va se rendre compte que la notion même de culture, et alors qu'on l'associe tout de suite à la diversité des cultures au pluriel, etc., mais fondamentalement, elle est très très unitaire. Enfin, c'est ce que je vais vous montrer. Donc il faut réinterroger cette notion de culture.
Et puis petit à petit, ça va nous mener vers, alors moi c'est ce que j'appelle le plurivers. Un univers, un plurivers qui émerge. Il y a les deux, il y a la pluralité, mais on partage quand même. Donc c'est pas l'archipel des différences. C'est pas le ghetto des particularismes. Non, on vit ensemble. Et si vous vous intéressez un peu à l'astronomie, ils utilisent le terme un tout petit peu différent, ils parlent de plus en plus en termes de multivers. On ne serait aussi pas dans un univers, qu'à côté de notre univers, il y en aurait d'autres, enfin, il y en avait avant. Donc, il y a ces représentations, donc maintenant les sciences exactes, c'est assez intéressant, qui sont en train de se faire entendre de plus en plus. Et donc là, on verra que la chose qui est importante pour entrer dans ce plurivers, c'est le dialogue. Alors pareil, c'est quelque chose qui peut aller de soi, mais comment dialoguer? Quand on dialogue non plus uniquement dans un dialogue rationnel, mais sur des croyances, des visions du monde, etc., qui peuvent être différentes. Et puis après, je vais vous illustrer un peu ça dans le domaine du droit. On va voir qu'il faut déjà comprendre l'altérité, des structures différentes, mais que derrière cette altérité se cache une complexité dynamique, parce que tout est en mouvement, tout bouge, qu'il y a cet horizon plus large en fait, de l'interculturalité. Et pour moi, ça c'est ce que j'appelle des désarmements culturels un peu existentiels. Et tout à la fin, c'est un des textes que je vous ai donné pour le Conseil de l'Europe, non, pour l'UNESCO, c'était sur apprendre en dialogue interculturel, donc avec ces 10 points. Pareil, qui sont très simples, mais qui sont vraiment, à mon avis, essentiels. Donc voilà un peu ce qu'on va faire. Alors pour commencer, pour nous mettre dans le bain, qu'est-ce que le pluralisme? Et alors, la première chose très très importante, c'est que c'est un horizon. C'est pas uniquement un concept, c'est pas uniquement une nouvelle théorie. C'est un horizon dans lequel on inscrit une action. Et j'aime bien faire des interviews, les extraits que je vais vous montrer maintenant. Il y a une interview que j'ai faite que vous pouvez retrouver sur ma page YouTube. C'est Dialogues for Change. Alors vous allez sur YouTube, vous tapez mon nom, vous allez trouver dessous. Et donc, une des personnes qui m'a énormément inspiré, il y a deux traditions, d'une certaine manière, qui m'ont beaucoup inspiré. C'est le laboratoire d'anthropologie juridique de Paris, avec Étienne Leroy, qui était mon directeur de thèse, qui lui-même est élève de Michel Alliot. Il y a toute une ligne. Et puis de l'autre côté, c'est l'Institut interculturel de Montréal, qui dans les années 60, en fait, était vraiment un des pionniers de commencer à poser la question de l'interculturel. Dans le premier directeur, le directeur de recherche, après était Robert Bachon, qui lui-même s'inscrivait, pour peut-être ceux qui se sont intéressés aux questions interculturelles, à Raymond Panicard, qui est un des grands philosophes en fait, de l'interculturel. Il est décédé il n'y a pas très longtemps, mais il a fait un travail énorme. Donc quand j'ai fait l'interview de Robert Bachon sur le pluralisme, moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus, on va dire, scientifique, et puis il commence à me donner une description qui est que je vais vous faire écouter. C'est juste pour que posons le cadre. Donc, oui, je m'excuse d'avance. Je suis sur Mac maintenant, alors je suis en train de vivre la grande expérience interculturelle. Comment faire marcher les PC. Et on va réussir. Alors, comment est-ce que je fais pour voir en bas de... Puis il n'y a pas le son. Voilà, là tu peux laisser, mais donc le son, il faut qu'on arrive à voir le son. Ah, c'était pas là? Ah voilà. Voilà, le pluralisme. C'est pas un concept, mais c'est un horizon. C'est un horizon. Et l'horizon, c'est vaste, c'est très vaste, vaste. L'horizon, ça comprend tout. Ça comprend tout. Ça comprend. Si tu prends l'horizon, on va quel est l'horizon? L'horizon, il n'y a pas de limite. Mais ça comprend tout, ça embrasse tout. Ça embrasse toutes les planètes, ça embrasse toutes les variétés, tout ce qu'il y a sur chaque planète, toute la variété qui est dans tout ça. Le pluralisme, c'est tout ça. Et c'est tout ce qu'on ne peut pas voir aussi, tout ce qu'on ne peut pas dire. C'est tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on ne peut pas voir, tout ce qu'on ne peut pas
pas dire, même les choses, la beauté des choses qu'on voit, à un moment donné, on garde silence, c'est toujours que le silence. Et la seule chose qui vaut la peine d'être dite, c'est celle qui ne peut pas être dite. Et précisément parce qu'elle ne peut pas être dite, il vaut la peine d'essayer de la dire. Alors, c'est tout ça. Tu regardes l'Inde, tu regardes l'Afrique noire, tu regardes nos ancêtres, aussi au loin qu'on peut aller, tu regardes tous les peuples du monde, partout, avec toute leur diversité, etc. Tu regardes la nature dans toute sa richesse, sa splendeur, sa diversité, sa variété, qui est infinie. Ça, c'est seulement la Terre. On va parler des autres astres, tout ça qu'on n'a pas encore, on connaît plus ou moins. Mais c'est tout ça et plus. C'est tout ce qui entre tout ça aussi. Puis, toutes les choses qu'on voit, les choses qu'on ne peut pas voir, invisibles aussi. Et le pluralisme, c'est pas une doctrine, c'est pas des concepts, ça fait éclater des concepts. Tu viens pour dire, puis ça éclate. Tu viens pour dire, ça éclate. Tu peux mettre une lumière brillante, tu peux pas aller éclate. Tu peux pas. Et puis ça comprend la noirceur, ça comprend la clarté, la lumière, et tous les petits rayons de lumière, toutes les analyses qu'ils font, les grands savants qui regardent, qui découvrent des millions de choses qui les dépassent. C'est tout ça. C'est tout ça. Et puis, c'est les choses simples de la vie. C'est ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, tes frères, tes soeurs, ton chien, tes chats, les oiseaux autour, l'arbre qui court en arrière, l'herbe. Ma mère disait, monsieur et ma mère prenaient, ils me disaient, oh Robert, regarde comme c'est beau. Puis elle prenait des brins d'herbe. C'est merveilleux de voir des brins d'herbe. J'ai appelé ça de ma mère. Alors on peut s'émerveiller à mourir. Puis en même temps, comment je pourrais dire, on doit garder silence. Je parle, puis tu peux pas dire, ça se dit pas, mais en même temps, on est fait pour parler aussi. Alors, c'est pour ça que les poètes peuvent sortir toutes sortes de belles choses. Ça suscite la poésie, puis la poésie dans toutes les langues. Regarde, on parle français, algérien, dans toutes les langues du monde, puis les langues qui ont été parlées avant, puis les langues qui seront parlées plus tard. C'est tout en transformation, tout ça. C'est inouï, c'est inouï. Alors, on essaie de dire, bon, mais le développement, on va développer. Alors oui, ça peut être un peu interpellant. Moi, en tant qu'anthropologue du droit, c'est un philosophe, ils ont fait énormément de travail, on va dire, plus carré. Et puis vous lui posez à la fin d'une longue vie, enfin pas à la fin, on peut dire encore vivant, par exemple, bien avancé, puis vous posez la question, qu'est-ce que le pluralisme? Et c'est ça. Et pourquoi je voulais vous le montrer? C'est juste pour dire quel est cet horizon dans lequel on essaye de s'inscrire. Et Robert Vachon aimait beaucoup dire, on est dans les années 60, quand il y avait le mythe du développement, que tout le monde devait rejoindre la modernité occidentale, il disait l'autre n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Donc moi j'ai changé un tout petit peu ça, c'est devenu un peu pour moi le truc, c'est que la vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Mais souvent on remplit, on voit quelque chose tout de suite déjà rempli avec les projets, avec les trucs, etc. Est-ce qu'on ose à un certain moment en fait, c'est vaste, c'est magnifique, c'est merveilleux. Est-ce que j'ose m'émerveiller? Est-ce que j'ose me laisser interpeller? Et ça, c'est très, très, très important, je dirais, comme attitude de base si on veut commencer à aller plus loin, après, sur notre recherche du pluralisme. Et vous allez me dire, tout ça, c'est bien bon. Mais concrètement. Et donc là, vous vous rendez compte, alors ça, c'était un peu la complémentarité à Robert Vachon. C'était Leroy, qui a énormément travaillé sur des questions
pas d'accès à la justice, le foncier. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2014, nous sommes à Paris avec Étienne Leroy. Bonjour Étienne. Donc vous êtes anthropologue du droit et vous êtes même l'un des fondateurs un peu de l'anthropologie du droit francophone. Mais c'est tous les... Donc là, la question qui va se poser, c'est de ça dont il parle. On a cet horizon, c'est magnifique. Comme disait aussi Robert, après, ça suscite la poésie, ça suscite les arts, le ministère de la Culture. Magnifique et tout ça. Mais par rapport à notre vivre ensemble, comment est-ce qu'on va traduire ça en politique? Comment est-ce qu'on va le traduire en loi, en règlement, en projet de société? Et là, c'est beaucoup moins évident. Parce que l'intuition, on peut l'avoir. Vous faites votre tableau, vous pouvez le faire. Mais quand tout le monde doit partager après un certain nombre de choses, ça devient plus compliqué. Et donc là, il y a une des choses qui est extrêmement importante, c'est pour pouvoir aborder cet horizon du pluralisme dans une réalité institutionnelle et sociale, il y a quelque chose qui est extrêmement important, dont Étienne Leroy va parler, c'est la logique de complémentarité des différences. C'est qu'il faut arriver petit à petit à sortir d'une logique d'opposition des contraires, nous et les autres, les développer, les sous-développer, ce genre de choses, et rentrer petit à petit dans une logique de complémentarité des différences. Et ce qu'il est en train de dire là, le petit extrait que je vais vous montrer, il y a derrière 40 ans de travail sur essayer de créer des régimes qui permettent d'articuler les droits vivants avec les droits modernes, avec tout ce genre de choses. Comment tu as fait pour faire le effort? C'est réussir à non seulement comprendre cette pluralisme, cette pluralité des phénomènes, mais à comprendre comment ils peuvent s'associer, par quel miracle ils peuvent être pensés et rendus complémentaires les uns par rapport aux autres. Des situations dans lesquelles nous sommes totalement déroutés. Les choses ne peuvent pas, dans notre logique, et quel que soit l'effort de développement par rapport à cette logique, être abordé sous le principe de complémentarité. Et pour ces mauvais inégalités, il n'a pas dit, mais là, et pourtant, les Africains, tous les acteurs font des choses sur lesquelles nous n'avons pas véritablement, immédiatement la capacité d'avoir une réponse, sauf si nous acceptons le paradigme, le pluralisme. Un pluralisme mental avant d'être juridique ou d'avoir des implications plus institutionnelles. Et donc, c'est évident que ce défi du pluralisme, il nous déstabilise, il nous remet en question constamment, à chaque instant, et c'est d'autant plus difficile que, d'un autre côté, nos sociétés vont vers une uniformisation toujours plus forte, une marchandisation toujours plus grande qui autorise cette uniformisation, et que donc le monologisme que j'évoquais une ou deux fois a tendance à se développer d'une manière idéologiquement forte comme la seule réponse qui serait susceptible de sauver une société en péril, alors que nous pensons que seul le pluralisme peut répondre à ces défis, parce que la réalité est plurielle et qu'on ne peut pas oublier cette réalité au profit d'un certain type d'explication qui est finalement totalement idéologique, totalement décalé par rapport à la réalité. Donc, en ce moment, c'est un peu... il y a des moments, dans la nuit, je suis pas angoissé naturellement, je suis très optimiste, mais vous avez dit, comment on va pouvoir en sortir, parce que là, on a deux univers peut-être qui sont en train de se construire l'un par rapport en opposition à l'autre, et jusqu'où l'univers du monologisme va accepter de se remettre en question. S'il ne se remet pas en question, c'est la crise assurée, parce que la réalité ne pourra pas accepter, sans doute pendant trop longtemps, un excès d'uniformisation, de monologie, de généralisation de la propriété privée,
qui nous convient à nous, ne peut pas convenir à l'ensemble de l'humanité. N'oublions pas que nos références normales, elles concernent, impliquent 500 millions, 1 milliard, peut-être 2 milliards d'êtres humains, mais on est 7 milliards. Il y en a donc 5 au moins derrière qui sont en train d'attendre comment ils vont pouvoir bénéficier, participer, prendre en compte de vie. Qu'est-ce que nous pouvons leur apporter comme réponse si nous avons véritablement un système qui va stériliser toutes les possibilités de mobilisation des réponses telles qu'il faudrait pouvoir les faire émerger. Vous voyez, vous avez vu le côté, on va dire peut-être un peu inspiré de Robert Laffont, et puis le côté un peu inquiet d'Étienne Leroy. Et donc, une phrase qu'aimait bien dire aussi Robert Laffont, c'est de dire le dialogue interculturel est crucifiant, mais libérateur. Et ça, juste, j'aimerais le dire au départ aussi pour savoir que c'est pas facile. Que ce soit au niveau individuel, si vous vivez un choc culturel, c'est pas facile, c'est des crises existentielles. Au niveau collectif, c'est peut-être encore plus difficile. Mais il faut comprendre que ça se présente, qu'on le veuille ou non, de toute manière, ça va se présenter. Mais si on sait, c'est comme si vous faites un art martial et que vous faites l'entraînement et que vous faites des combats pour vous entraîner, les combats sont durs. Mais vous allez progresser, vous allez vous enrichir, vous allez mieux vous enraciner, etc. Donc le jeu en vaut la chandelle. La même chose avec le dialogue interculturel, c'est quelque chose qui de toute manière est difficile. Mais si on sait un peu ce qu'on fait, on peut au moins encadrer. On sait que c'est normal d'avoir certaines crises. La crise d'adolescence, c'est peut-être pas facile, mais on sait que c'est normal. La crise individuelle, personnelle, de se confronter à l'altérité, c'est aussi difficile, c'est normal. Mais sachant qu'il y a un horizon qu'on peut découvrir après, qui peut être beaucoup plus enrichissant. Donc ça, c'est très important de le garder en arrière-tête, parce que souvent on oublie le côté désagréable. On dit, ah, on dialogue, on va tous s'aimer. Non, parfois on dialogue et ça sera très très dur. Parce que justement, on se rend compte qu'on n'a pas la même vision. Et donc, pour pouvoir commencer ce travail de dialogue et de découverte de notre chose, il faut s'émanciper d'une vision unitaire de la culture. Et donc, avant de dire la culture, je vais vous parler de 3 attitudes qui structurent un peu le champ des débats et qui, pour moi, fondamentalement, s'enracinent en fait dans une vision unitaire. Et après, je vais vous en dire un peu plus pourquoi je dis que la culture est une vision unitaire. Les 3 attitudes que vous voyez très souvent, c'est soit l'attitude universaliste, qui considère que c'est votre modèle qui est le modèle universel pour tous, et que les autres devraient accéder à ce que vous êtes. Donc il y a une négation en fait de la différence. Le deuxième, c'est le relativisme, qui est de dire chacun sa vérité, on est tous différents. Donc chacun chez soi. Oui, c'est pas la réalité non plus. Et la troisième chose, c'est celle du syncrétisme, qui dit, on peut prendre le meilleur de différents systèmes et on va à nouveau créer un nouveau système. On prend un peu du noir et du blanc, on fait un nouveau système qui est gris. Ce qui est sous-jacent aux 3, c'est une vision un peu essentialisante et uniformisante de la culture. Que ce soit l'universalisme, il n'y a qu'un modèle. Le relativisme, il y a plusieurs, mais chacun est fermé en soi-même et ils sont coexistants. Et le syncrétisme, je prends les éléments pour faire un nouveau système qui est à nouveau structuré par un principe d'unité. Alors pour aborder le pluralisme, c'est un peu compliqué si on n'a que ça. Donc en quoi est-ce que le pluralisme serait autre chose? Mais pour comprendre comment ça peut être autre chose, posons-nous la question d'abord, d'où viennent ces représentations? Alors la culture, d'où elle vient cette notion? Donc au départ, ça vient du terme latin cultura, qui faisait référence en fait à la culture dans le sens de champ cultivé, de l'agriculture.
Et puis petit à petit, en fait, le sens du terme a commencé à évoluer, dans le sens que c'était l'action de cultiver. Et petit à petit, il a commencé à prendre le sens plus large de cultiver une faculté. Et en fait, quand on arrive dans les Lumières, la culture commence à être ce qui s'oppose à la nature. C'est la culture de l'esprit humain, la cultivation de l'esprit. On est dans cette idée, avec les Lumières, que là vous aviez un monde qui était ce qu'il était avant. L'être humain devient central. Le projet devient anthropocentré. C'est l'être humain qui est créateur de son destin. Et qui est aussi créateur de la société. On commence à voir qu'il faut organiser, il faut rationaliser le vivre ensemble. Il y a Zygmunt Bauman qui a fait des belles études là-dessus, il appelle ça des cultures sauvages vers une culture de jardinage. Tout d'un coup, la société, on commence à la voir comme un grand jardin. Il faut enlever les mauvaises herbes, il faut arroser les bonnes herbes. Donc on est dans un projet, on va dire, rationnel, anthropocentré du vivre ensemble. Et la culture, elle s'inscrit là-dedans. La culture, c'est ce à quoi tous les êtres humains accèdent en sortant de l'état de nature. Dans les anciennes théories d'anthropologie aussi, c'est la théorie de l'évolutionnisme. Vous avez les barbares, les sauvages, les différents niveaux, et puis petit à petit, vous accédez à la culture et à la civilisation. À cette époque, civilisation et culture, en fait, sont pratiquement synonymes. Donc, quand on parle au XVIIIe siècle de culture, il n'y a pas de culture au pluriel. Culture, c'est la culture. C'est la raison, d'une certaine manière. Et puis ce qui se passe, c'est que vous avez en fait l'émergence des cultures nationales en Europe. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais surtout aussi la réaction allemande, il y a une distinction qui a commencé à se faire entre la civilisation, qui est un peu le truc des élites, les aristocrates, hein, puis la langue de la cour à l'époque c'était le français, et puis la vraie culture profonde qui est celle du peuple, le Volksgeist, hein, l'esprit du peuple, toutes ces idées, la vraie culture, c'est celle qui est populaire. Donc toute cette émergence de l'idée d'une culture nationale, d'une identité nationale par rapport à ces conceptions profondes, ces visions du monde. Mais on les a enfermés dans les États-nations. Donc vous avez pris entre guillemets à nouveau cette idée uniformisante de culture, et puis, bon, au lieu que ce soit la planète en entier, vous vous dites à l'intérieur de la France, la culture, de l'Allemagne, la culture. Donc on est arrivé en fait à une représentation où les cultures sont apparues au pluriel, mais le concept avec lequel on les pense, il est fondamentalement essentialisant, identitaire, uniformisant. Donc, en termes de politique, ça va avoir des conséquences. Si vous avez ces notions de culture en tête, les différentes options que vous pouvez avoir, en gros, c'est celle que je vous donne là. Du point de vue de l'État, vous pouvez avoir une idée d'assimilation. Là, on n'est plus dans le contexte colonial, donc ce n'est pas le fait d'aller chez les autres aussi, de leur imposer, etc. C'est dire, ok, quelles que soient les personnes qui sont ici, qui viennent d'ailleurs, doivent s'assimiler au modèle qui existe là, parce que c'est le seul modèle. Et ça va plus loin que ça, parce que quand vous regardez, je viens de passer pas mal de temps en Bretagne chez des amis, quand vous entendez les histoires de mes amis bretons qui se faisaient taper dessus quand ils étaient petits parce qu'ils parlaient breton pendant les pauses, etc. Donc l'assimilation se faisait aussi à l'intérieur d'un pays donné, pour assimiler à une culture qui est vue comme la culture commune pour tout le monde. Le deuxième que j'ai mis, c'est le monoculturalisme. D'une certaine manière, l'assimilation, c'est le monoculturalisme de l'État. Mais vous pouvez aussi avoir le monoculturalisme d'immigrés qui viennent, par exemple, dans une société donnée, et qui refusent, on va dire, de rentrer dans un dialogue, et qui restent entre eux. Donc là aussi, c'est autant monoculturel que l'autre, et la dynamique de pouvoir. Quand vous avez des juxtapositions de monoculturalisme, d'une certaine manière, ça vous mène au multiculturalisme. Ça qui est plutôt l'idée de dire, on tolère, voilà, il y a différentes communautés qui coexistent. C'est tout le débat, je ne vais pas rentrer là-dedans dans mon section entre l'approche libérale et communautaire. La société, c'est des individus, c'est des citoyens. Ou alors la société, c'est oui des citoyens, mais qui s'inscrivent dans des communautés données. Et selon le choix que vous donnez, vous êtes plutôt dans l'assimilation et le multiculturalisme, ou plutôt dans le multiculturalisme en disant il faut reconnaître ces communautés, le communautaire. Tout ce qui s'appelle l'associatif en français, au Canada, ils appellent le communautaire.
Donc déjà, parfois, on croit le communautarisme, le communalisme. Non, mais pour eux, il y a ça. Et après, donc, il y aurait une autre option qui est celle de l'interculturalisme, qui serait l'idée non pas uniquement de reconnaître qu'il y a des différences et qu'en même temps on partage comme une société, mais de dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas encourager les dynamiques d'échange entre les différentes communautés entre elles et entre la communauté et les institutions de l'État dans lequel on se trouve. Et là, je vais juste vous lire un petit extrait, donc c'est de Kalpana Das, qui était la directrice de l'Institut interculturel de Montréal, qui dans un texte pose très très clairement les questions. Et elle dit, donc dans le contexte, alors il parle par rapport au Canada, hein, il dit dans le contexte de la société en général, qui est en train de devenir radicalement diverse, il reste beaucoup plus de choses qui restent à dire sur le sujet. Il nous faut dépasser la vision intégrationniste de la médiation des conflits entre la culture de l'État et ses institutions et les cultures des divers peuples dans une société donnée, en sachant qu'au Canada, vous avez aussi les peuples autochtones qui sont là. Et donc, elle dit, dans le contexte contemporain, les défis du pluralisme sont beaucoup plus complexes et les sociétés se doivent de trouver de nouvelles façons de vivre ensemble en évitant les erreurs du colonialisme, de la domination, de l'hégémonie et de l'homogénéisation. Et puis elle pose la question, est-ce que la diversité ou différence culturelle n'est qu'une source de conflit, ou est-ce que c'est aussi une source d'enrichissement et de transformation de la société? Là aussi c'est intéressant, est-ce que c'est uniquement quelque chose de négatif qu'il faut... Est-ce qu'il y a un autre potentiel? Et là il dit, donc si on veut aborder ces questions, il y a peut-être 3 questions clés, points clés. 1. On ne saurait réduire les besoins d'une société dans son ensemble aux besoins qui proviennent des institutions. Et ça, je me suis rendu compte aussi comme prof à l'université que parfois on a l'impression que nos questions académiques, c'est des questions que tout le monde se pose ou qu'on les pose mieux que tout. Alors qu'on se rend compte qu'il y a plein d'associations, de choses qui se passent complètement à l'extérieur, ils n'ont absolument pas besoin de nous. Hein. Et quand je suis allé voir en Inde, par exemple, puisque je travaillais aussi sur la question de comment promouvoir ou aider les arts traditionnels à survivre, mon école de yoga, je ne sais pas, ils ont des dizaines de milliers d'étudiants dans le monde entier, puisque ça fait, je sais pas, ça fait une bonne 50aine d'années qu'ils forment des gens. Voilà, ils ont leur DVD, ils ont leur site internet, ils sont mieux organisés que beaucoup de centres universitaires par rapport à leur truc. Donc l'idée de dire qu'ils ont besoin de moi et de l'institution pour pouvoir exister, non. Mais j'ai parlé un certain moment avec un maître d'arts martiaux en Chine, parce qu'il y a toute une transformation sportive, on va dire, des arts martiaux qui leur fait perdre un peu de leur... pas essence dans le sens essentialisé, mais que ça ne marche plus. Enfin, c'est plus dans l'objectif de ce que c'est supposé faire. Donc je lui posais la question, je lui dis, mais est-ce que tu n'es pas choqué de voir cette destruction, d'une certaine manière, des arts? Il m'a dit, ben non. Les arts martiaux ont toujours été secrets en Chine. Et lui, il a appris les arts secrets, c'est son art martial, pendant la révolution culturelle, et tout intérêt pour les arts traditionnels, pas uniquement les arts martiaux, vous aviez des gros problèmes. Il a dit, ça t'intéresse d'apprendre? Qu'est-ce que tu te poses la question sur les institutions? Donc, c'est très important pour nous de se rendre compte, aussi au ministère, qu'il faut aussi laisser la place. C'est bien de faire des choses, mais il ne faut pas trop monopoliser, ou même penser qu'on a le monopole. Donc, il dit, mais les gens, voilà, l'État et ses institutions tiennent le rôle gestionnaire de la société, mais les gens ne sont pas des objets à gérer. Ce sont des sujets qui créent constamment des savoirs, des traditions et des façons de vivre. Donc, 2, doit-on alors médiatiser les conflits causés par les différences culturelles, ou nous engageons-nous à créer des conditions pour un dialogue dialogique? Je vais revenir sur ça. Entre personnes, communautés de diverses origines, dans le but d'en arriver à une découverte et une entente mutuelle comme mode de vie dans une société pluraliste. Donc, ça serait un peu aussi le rôle de l'État comme facilitateur de dynamiques qui sont aussi déjà préexistantes. Et 3, est-ce possible d'entrer dans un cadre de collaboration entre l'État et ses institutions d'une part, et les espaces sociaux de la base d'autre part, sans que ces derniers soient récupérés par le système dominant? En sachant qu'à chaque fois que vous rentrez dans des logiques institutionnelles, on gagne des choses, on perd des choses. C'est pas que l'un est forcément meilleur que l'autre, mais c'est des réalités différentes et vous ne pouvez pas, en droit, quand on a commencé à rédiger les coutumes, qui était une manière de faire, on a créé du droit coutumier, on a tué la coutume. C'est devenu autre chose. Et le même genre de choses se passe quand vous institutionnalisez des dynamiques locales, vous en faites parfois autre chose. Les arts traditionnels, quand tout d'un coup vous les sortez de la communauté
et que vous en faites un folklore qu'on va montrer dans des festivals, ça peut avoir ses vertus, mais c'est autre chose. Donc c'est une question qui est très très importante à se poser. Et donc, il faut ouvrir notre notion de culture. c'est le point que j'essaie de faire avancer. Et là, il peut être utile de se rappeler que, donc, par exemple, pour les anthropologues, tout au départ, donc, la culture, c'était évolutionniste, c'est ce que je vous disais. Il y a la culture tout en haut, et puis il y a la sauvagerie, l'état de nature. Voilà. Et puis on a les différents états, et on va classer tous les êtres humains par rapport à l'échelle de plus ou moins évoluée. À un certain moment, il y a eu une contre-réaction. On s'est dit, bon, peut-être pas. Et là est venue l'approche culturaliste, qui dit qu'il ne faut pas juger en termes d'évolutionnisme, c'est les cultures sont différentes. Ça revient un peu à cette histoire de relativisme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais en faisant ça, on a mis en lumière les différences culturelles, mais on a enfermé un peu les cultures, comme s'il y avait telle culture et telle culture et telle culture, et comme si ces cultures ne changeaient pas elles-mêmes. Ils n'étaient pas aussi en contact et en évolution permanente. Et après, donc, il y a eu une autre définition, dans les années 60-70, ça commence de plus en plus à émerger, c'est une approche dynamique. Je veux dire que les cultures sont évolutives, elles changent. Et par rapport au droit, Simon Folkmoor avait donné une belle phrase qui dit le droit est un processus, et même quand les choses ne changent pas, c'est un processus. Parce que dans toute société, vous avez, je ne sais pas, une règle particulière, il y a des gens qui ne sont pas contents, qui veulent la faire changer. Donc, pour que ça ne change pas, il y a d'autres qui doivent s'opposer à ce que ça change. Donc vous êtes toujours dans des jeux et dans des processus dynamiques. Et il y a... Ça aussi, je vais vous le dire. Pourquoi j'aime bien vous lire de temps en temps? Parce que j'aime bien raconter, mais en fait, j'aimerais vous mettre quelques petites graines, on va dire, dans la tête, pour que ça vous rende curieux de dire, c'est un auteur intéressant, on va voir. Parce que sinon, on a... C'est mon côté, les gens nous inspirent, donc autant donner les clés à tout le monde. 103, 104. Donc pour les anthropologues du droit, dans un très très beau livre de Sally Mary justement sur les droits des femmes surtout, elle dit, dans l'acceptation courante de l'anthropologie contemporaine, la culture est envisagée comme un ensemble plus fluide et plus changeant de valeurs et de pratiques que ces deux conceptions, donc évolutionnistes et culturalistes. À travers les 2 dernières décennies, l'anthropologie a élaboré une conception de la culture comme non limitée, comme contestée, comme liée aux relations de pouvoir, comme résultant d'influences historiques plutôt que juste d'un changement évolutionniste. Les pratiques culturelles doivent être comprises en contexte, de manière à ce que leur sens et leur impact changent avec le changement des contextes. Les cultures ne sont pas uniquement constituées de croyances et de valeurs, mais aussi de pratiques, d'habitudes, de manières, de sens commun de faire les choses. Et elles incluent, ça c'est très important, il n'y a pas la culture dehors, et puis après il y a le politique et les institutions, elle est parlée par rapport aux droits de l'homme. Elle dit, elles incluent les arrangements institutionnels, les structures politiques et les régulations juridiques. Les croyances, valeurs et pratiques changent de la même manière que des institutions telles que les lois et les politiques. Les cultures ne sont pas homogènes et pures, elles sont le produit d'hybridation et de créolisation. Tout ce qu'on est en train de faire là est culturel. Vous êtes assis sur des chaises, je suis en train de vous faire une conférence, tout ce travail s'inscrit dans une culture. Et dès que vous commencez à vous ouvrir à l'interculturel, vous commencez à vous rendre compte que ça ne va pas forcément de soi et que dans une autre culture, on aurait fait autre chose. Peut-être qu'on se serait d'abord assis tranquillement, peut-être qu'on aurait sué ensemble dans une tente de sudation. Peut-être que c'est comme ça qu'on aurait abordé les choses. Alors au départ, c'est du folklore. Non, c'est une autre manière de voir l'échange, la relation et ce qui est important. Et donc là, ça vient de l'Institut interculturel de Montréal, donc c'est aussi important, parce qu'on parle de dynamique et de temporalité, les différents niveaux de la culture. Et donc ils avaient fait cette distinction entre le morphologique, structurel et mythique. Donc le morphologique, c'est un peu, voilà, c'est les coutumes, le langage, les arts, la technologie. Ça, c'est un niveau un peu plus superficiel, qui peut évoluer assez rapidement. C'est parfois, vous voyez c'est interpellant parce qu'on n'y pense pas forcément au départ. Vous allez, je ne sais pas, en Inde, et puis vous allez voir des yogis ou des paysans, ils ont tous leur téléphone portable.
Justement, c'est ça qui leur a permis d'avoir un téléphone, puisque c'est beaucoup plus facile que le système d'avant. Et donc il y a des changements qui sont très rapides, mais est-ce que ça change fondamentalement votre manière de voir les choses? Non. Donc vous avez l'autre niveau qui est le niveau structurel, donc c'est plus la personne, la famille, la communauté, l'organisation des pratiques sociales, tout ça. Ça, c'est des choses déjà qui vont changer beaucoup plus lentement que le fait juste d'adopter certaines technologies ou de... Voilà. Et puis en dessous, vous avez une vision du monde qui se cache, qui peut être encore plus profonde. Donc même avec des changements de... Bon, maintenant on a le... Avant, il n'y avait que le mariage, après il y a les Pax, et puis maintenant après, il y a aussi entre homosexuels, et puis il y a des changements. Mais la vision du monde général, on va dire européenne, etc., humaniste, anthropocentrée, elle n'a pas pour autant changé. Donc ces différents étages de la culture ne changent pas tous au même rythme. Et c'est pas parce que quelqu'un s'habille. Moi, quand je suis en Chine pour m'entraîner, je mets mon habit d'entraînement chinois, ben, je ne suis pas devenu chinois. Et même que je suis en train de pratiquer mon tai chi, etc., mais pourtant, je reste bien européen à l'intérieur. Et donc il ne faut pas faire l'erreur aussi dans l'autre sens. Ah, il vient à l'université, il a pris un truc, il met un costard cravate, et donc ça signifie qu'il est maintenant devenu un Européen ou un Américain, ou peu importe. Et on joue sur des registres différents. Et donc voilà, ça nous amène au plurivers. Donc on est sur des registres différents, et la question commence à se poser, comment est-ce qu'on va faire pour ni tomber dans le ghetto des particularismes, le côté relativiste, ni dans le rouleau compresseur, c'est le côté universaliste, ni dans un nouveau rouleau compresseur qui serait de faire une nouvelle synthèse qui va s'imposer, mais comment est-ce qu'on va réinventer un vivre ensemble donc qui fasse honneur à la différence, tout en n'oubliant pas aussi qu'on partage une humanité commune. Donc ça, c'est des choses qu'on peut discuter. C'est juste poser des questions. Qu'est-ce que ça signifie donc pour les politiques culturelles, pour les droits culturels, et aussi, on en a parlé parce que tu m'avais donné des revues de presse, toute l'histoire de l'appropriation culturelle de nos jours, où il y a des choses importantes, et puis parfois on se dit, est-ce qu'on n'est pas aussi en train d'aller trop loin sur certaines choses? On commence à chacun à s'enfermer dans nos bulles respectives, et que tout d'un coup, il n'y a plus de moyen de discuter, de dialoguer avec l'autre, parce que dès qu'on dit quoi que ce soit, tu n'as pas le droit de dire t'es pas un homme, tu n'as pas le droit de dire t'es pas une femme, tu n'as pas le droit de dire. Mais alors, notre vivre ensemble, notre horizon commun, où est-ce qu'il passe? Et donc, pourquoi est-ce que je dis que le plurivers émerge? J'ai juste mis quelques petits éléments. Un, l'espace-temps mondial se réduit. Marco Polo, pour aller en Chine, c'était quelques mois avant qu'il revienne, c'était des années. Donc, ces mondes différents qui existaient. Il y avait des échanges entre ces mondes différents. Mais vous aviez le tampon spatio-temporel, c'était pas un effet immédiat. De nos jours, la bourse une des bourses, je sais pas, baisse, vous avez tout de suite l'impact partout. On est dans une immédiateté, donc l'espace-temps, au niveau global, s'est réduit. Et il s'est réduit et le nombre d'êtres humains a augmenté. Et donc forcément, les pluralismes existants ont commencé à être de plus en plus exacerbés. Les échanges entre les globales et le local. Vous avez peut-être entendu ce terme, le local. Alors parfois des choses globales qui ont leur effet sur le local, mais ce truc global qui s'impose sur le local, il vient d'où? Il vient très souvent d'un autre local. Donc Boaventura de Sousa Santos avait un grand sociologue du droit, à un certain moment fait la distinction entre les globalismes localisés et les localismes globalisés. Le localisme globalisé, un exemple, ça peut être les droits de l'homme, ça vient des traditions particulières, on l'a globalisé partout. Ou un globalisme localisé, c'est, je ne sais pas, vous avez l'industrie d'Hollywood qui commence à venir partout. Il constate que pendant pas mal de temps, ça reste encore vrai maintenant, il y a certains qui se sont plutôt spécialisés dans l'exportation de leur modèle, donc dans le localisme globalisé, et d'autres c'était plutôt les récepteurs des globalismes localisés. Il y a tous les jeux de pouvoir qui se cachent. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que donc d'une part, il y a les cultures non occidentales qui émergent. La Chine, l'Inde, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je travaillais sur le dialogue interculturel pour faire entendre des voix qu'on n'entendait pas. Maintenant, parfois, je me dis, pauvres Européens, commencez à vous réveiller. Enfin, au départ, c'était vraiment, c'était plus par empathie
on va dire, pour ceux qu'on n'écoutait pas, que j'étais dans le dialogue interculturel. Maintenant, c'est en tant qu'Européen, je dis, si vous ne prenez pas conscience que les choses changent, et changent beaucoup, le réveil va être super dur. Et n'oubliez jamais que toutes les nations colonisées ont appris à nous connaître et vivent de fait, au moins dans le biculturel, etc. Mais pour ceux qui étaient au centre du pouvoir, depuis quelques siècles, on n'a pas trop l'habitude de vraiment devoir se mettre à l'écoute. Oui, un peu, mais on n'est pas obligé. On a parlé tout à l'heure, je ne sais pas les chiffres, à Bordeaux, je crois que c'est une trentaine de châteaux chaque année qui se font racheter par les Chinois. Mais ça, c'est des réalités qui sont là maintenant. Alors, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on commence à comprendre comment il fonctionne et puis comment on va discuter, dialoguer. Et une des choses donc, dans le langage qui a changé, c'est ce langage de la gouvernance et de la participation, avec la responsabilisation des acteurs. D'un côté, ça peut mener vers des choses pas très chouettes, mais d'un autre côté, il y a un côté émancipateur, puisqu'il y a, vous parlez du domaine du droit, jusque dans les années 2000, dès qu'on parlait des droits des pratiques, de ce que faisaient les gens, ben c'était intéressant à écouter. Mais ce n'est pas du droit, ça ne nous concerne pas dans les politiques de coopération judiciaire avec la France. Au moment où on a commencé à parler en termes de gouvernance, donc les parties prenantes, enfin, les stakeholders, etc., ben, tout d'un coup, ces réalités ont fait irruption. Parce que là, ils avaient leur mot à dire, il y a le local, et puis on les responsabilise, et c'est de la participation. Donc là, tout d'un coup, il a fallu commencer à rentrer dans un dialogue avec ces visions du monde. Donc, je n'ai pas envie de dire beaucoup plus, mais juste soyez conscients que ce changement un peu de paradigme, du gouvernement vers la gouvernance, en sachant que le gouvernement n'a pas complètement disparu non plus, mais contient des choses pas très chouettes, mais contient des choses très très émancipatrices potentiellement pour contribuer à un changement de société. Alors me direz-vous, c'est bien tout ça, mais comment on l'aborde, ce pluriel? D'accord, il y a toutes ces différences, mais comment on l'aborde? Et là, il y a une distinction que je trouve extrêmement utile. Donc c'est Raymond Panicard qui a travaillé là-dessus. Donc lui, la question qui s'est posée pendant toute la vie, c'est le dialogue en fait interreligieux et interculturel, plus particulièrement entre les traditions hindoues, bouddhistes et chrétiennes. Et son père en fait était hindou et indien, et sa mère était catalane et catholique. Et je me rappelle, on lui a posé la question lors d'une interview, on lui a dit, alors vous êtes à moitié indien et moitié espagnol, et moitié hindou et moitié catholique. Il dit non, moi je suis 100% indien et 100% catalan, et je suis 100% hindou et 100% catholique. Et d'ailleurs, je dirais que, comme ça s'exalte, je suis 150% des deux. Parce que c'est pas quelque chose qui enlève, ça s'exalte. Quand vous avez des couleurs, ils s'exaltent mutuellement. C'est intéressant comme approche. Et donc, puis la question qui s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut dialoguer entre des foi différentes? Quand je crois à autre chose que vous croyez, est-ce que juste on s'écoute et on s'en fout? Ou alors, comment dialoguer? Et donc, il a fait la distinction entre deux manière de dialoguer. Un, c'est le dialogue dialectique. Là, à nouveau, on est dans un peu le paradigme des Lumières. C'est la raison. Le monde est objectif. Il est connaissable objectivement à travers les lumières de la raison. Et donc, deux têtes pensent mieux qu'une. Si je dis quelque chose et que tu dis autre chose, soit on a tous les deux tort, ou alors c'est l'un de nous deux qui a raison. Mais les deux ne peuvent pas avoir raison. Et donc vous êtes dans ce qu'il appelle un dialogue dialectique, qui est plus, on va dire, un débat. Et ce qui est très important, dans un cadre donné. En mathématiques, vous donnez un certain cadre, et à l'intérieur de ce cadre, c'est excellent d'avoir ce genre d'approche, parce que ça va vous permettre d'enlever les inconsistances, de vous approcher de la vérité. Là où vous avez un problème, c'est que si implicitement vous utilisez ce mode de dialogue quand vous dialoguez avec des gens qui s'enracinent dans un point de vue différent, ce qu'il appelle un mythos différent. Mythe pas au sens de ce qui n'est pas vrai, mais mythe, pour lui, c'est l'horizon invisible dans lequel s'inscrivent nos représentations. Et parfois, c'est comme la lumière qui nous permet de voir, mais qu'on ne voit pas.
Ou c'est les choses auxquelles on croit tellement qu'on ne croit même pas qu'on y croit. On n'est même pas conscient que c'est une croyance. Là, quand vous commencez à parler en termes de dialogue dialectique, vous n'êtes pas conscient que l'autre n'est pas enraciné dans la même chose. Parce que pour lui, il n'y a pas uniquement un individu abstrait, individualisé en face de lui, mais qu'il y a ses ancêtres qui s'expriment à travers lui. C'est une personne plurale. On n'est pas dans la même chose. Donc, si vous n'en êtes pas conscient, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez en fait commencer à ignorer l'autre. Puisqu'il a forcément tort, si vous avez raison. Et vous risquez de tomber, ce que lui, du moins, avait appelé l'englouement du contraire. Il y a l'humanité, on englobe tout le monde. Mais implicitement, le référent pour cette humanité, c'est moi. Donc les autres, l'autre, il est moins avancé, il est moins développé, il lui manque ceci, il lui manque cela. Il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça. Oui, mais d'autres cultures peuvent vous dire la même chose de son point de vue. Vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça. Donc c'est là que Raymond Panicard dit qu'il faut compléter le dialogue dialectique avec le dialogue dialogal. Et le dialogue dialogal est moins un dialogue objectif sur quelque chose, c'est plus le dialogue entre sujets. Vous partez d'un prétexte sur quelque chose, parce que vous parlez de quelque chose, mais ce qui nous intéresse, c'est la découverte mutuelle des mondes dans lesquels on est. Il avait écrit un grand texte qui s'appelait, qui a pas mal d'impact, La notion des droits de l'homme est-elle un concept occidental? Et il pose la question par rapport à une mission avec l'Inde. Il dit, si on part du concept des droits de l'homme, un équivalent en Inde, ce serait le dharma. En rappelant que si vous posez la question du dharma en Inde et vous poserez la question quel serait un équivalent du dharma en Occident, peut-être que vous tomberez sur la religion. Parce que les concepts ne sont pas les mêmes. Vous avez une vision du monde qui est différente. Donc les différents mots, etc., sont structurés de manière différente dans ces différents mots. Et vous commencez uniquement à vous rendre compte que vous êtes dans un mythe quand vous rencontrez un autre mythe. Quel droit avez-vous? Droit? C'est quoi un droit? Vous devez avoir du droit. Non, on ne connaît pas. On n'a pas ça. On a le lit, on a le dharma. Alors au départ, ils ne comprennent pas ma question. Mais après, ils vous disent autre chose. Ah, donc en fait, oui, c'est ça votre droit, mais il n'est pas encore très parfait. C'est mélangé avec de la coutume, des trucs, de la religion, etc. Donc en fait, vous avez commencé à écouter, mais vous n'avez pas encore vraiment écouté. Et c'est petit à petit, quand vous commencez à comprendre que le système ne fonctionne pas du tout de la même manière, que ça vous renvoie un grand choc à vous-même, parce que vous vous rendez compte que vous avez bâti votre vie en fait sur plein de présupposés que vous n'avez même pas l'idée de mettre en cause. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que ça ne va pas du tout de soi. Et là, vous êtes dans le grand paradoxe très européen, on peut en parler après, des droits de l'homme. Moi, pourquoi est-ce que les droits de l'homme m'interpellent? Pourquoi l'anthropologie m'interpelle? Mais c'est très européen. On est tous humains, c'est fondamentalement universaliste. Vous avez d'autres cultures. Vous regardez, je ne sais pas, en Inde, vous avez le système des castes. Les basses castes, ce n'est pas vraiment des êtres humains, c'est un peu des animaux. Après que chaque caste fasse quelque chose de différent, c'est normal. Un tigre va manger de la viande, une vache va être végétarienne, ça ne pose aucun problème, c'est normal, c'est la nature des choses. Mais quand vous êtes dans une vision universelle, que je trouve très belle, c'est un bel apport, moi, je trouve, de la tradition occidentale européenne, mais là vous avez un problème, parce que vous dites d'une part, on est tous égaux, droit de l'homme, chacun est né avec la même dignité. Mais si je prends ça au sérieux, oui, mais chacun est égal de manière différente. Il peut avoir des conceptions que je n'arrive absolument pas à comprendre. Qu'est-ce qui est important pour le mariage? Est-ce qu'astrologiquement ça colle? Et si les étoiles ne sont pas d'accord, on ne parle même pas du côté que ces mariages arrangent les familles, etc. Si les étoiles ne sont pas d'accord, et chez nous l'astrologie, oui, bon. Alors là vous dites, ça pose des questions. Et donc ce dialogue dialogal va de pair, c'est pour ça que j'ai commencé avec ça, en disant, je vous parle d'où? Avec une herméneutique diatopique. Diatopique, donc à travers les topos, le lieu où on s'enracine. Donc comment est-ce qu'on arrive à établir petit à petit un dialogue en essayant de dire d'où on parle, d'essayer de comprendre à quoi ça peut correspondre chez l'autre, et puis petit à petit, en fait, à faire ce travail qui, d'une part, va nous permettre de prendre conscience
de certains de nos présupposés. Et ça, on l'a fait, par exemple, en anthropologie du droit. Et quand Étienne Leroy parlait de construire des complémentarités, il faut déjà que vous compreniez les logiques différentes qui sont à l'œuvre. Et après, vous pouvez voir si on peut articuler ces différentes logiques. Mais une deuxième chose qui est en train de se passer, c'est que quand vous devenez conscient de vos présupposés implicites, ils sont plus implicites. C'est plus du mythos. C'est devenu déjà des choses rationnelles et conscientes. Et donc, à un autre niveau, ce qui se passe, c'est que, sans même vous en rendre compte, vous enracinez dans un autre mythos. Peut-être plus pluraliste. Parce qu'à un niveau existentiel, vous commencez à vous rendre compte que le monde est plus vaste que ce que j'avais pensé. Et l'image que donne Raymond Panicard, c'est les fenêtres. Chaque culture, là, sans simplifier, c'est une fenêtre sur le monde. Chaque vision est complète. Vous regardez votre culture, il n'y a rien qui vous manque. C'est un peu comme si vous aviez votre lampe fixée sur la tête, vous regardez, il y a toujours la lumière. Mais si vous n'avez jamais regardé derrière, parce que vous ne l'avez pas vu. Donc chaque culture a sa fenêtre, et dans le dialogue interculturel, l'autre va vous dire qu'il voit un peu la même chose, mais d'une autre fenêtre. J'entends que tu me dis ça. Donc le monde est beaucoup plus riche que ce que je pensais, c'est déstabilisant, mais c'est enrichissant. Et dans le dialogue que je peux avoir avec toi, peut-être que ça va élargir un peu ma fenêtre. Mais en même temps, même si on élargit les fenêtres beaucoup, les fenêtres vont continuer à rester là. Vous n'aurez jamais une perspective à 360 degrés, n'existe pas. Vous avez toujours ces différentes fenêtres qui sont là. Et le pluralisme, à un certain niveau, c'est ça. C'est déjà reconnaître, oui, on partage, mais en même temps, vous ne pourrez jamais enlever les fenêtres parce qu'on est des sujets. On a tous notre perception des choses. Et vous pouvez appliquer ça même avec vos frères et sœurs et dans la famille. Parfois, on est pas uniquement une histoire culturelle, on a des sensibilités qui sont différentes. Parfois, on est complètement opposés. Pas parce que tu as raison ou tu as tort, mais parce que ta sensibilité est plus artistique et l'autre c'est plus business. Et donc, on ne va pas pouvoir les choses. Et donc, un exemple, donc, on a beaucoup vu ça, et donc qui nous intéresse plus particulièrement par rapport à vous là, sur des droits culturels. On met le petit doigt là, dans un truc, et puis on est parti pour pas mal de surprises de remise en question. Et donc, dans un sens large, le droit à l'occidental, pour un anthropologue, ce n'est qu'une modalité du droit avec grand D, qui serait ce phénomène juridique qui permet de mettre en forme et mettre des formes à la reproduction des sociétés, à la résolution des conflits. C'est pour le dire de manière très simple. Et là, on se rend compte, donc c'est Michel Alliot qui disait cette phrase que je trouve qui est très très chouette. Il disait « Dis-moi comment tu penses le monde, je te dirai comment tu penses le droit ». En disant que la manière d'envisager le monde, la vie, elle va se refléter dans la manière dont on va l'organiser, dont on va organiser les relations sociales. Et sans aller trop dans les détails, puisque le temps avance et que j'aimerais quand même qu'on ait vraiment la possibilité aussi de discuter. Dans notre laboratoire, en fait, dans les années 80, une des premières questions qui a émergé, c'est de dire, donc on est encore dans la coopération judiciaire avec les ex-colonies françaises, et après 20 ans d'indépendance, la question qui taraude les chercheurs, c'est de dire pourquoi ça continue à pas vraiment marcher sur place. Et au départ, l'hypothèse c'était de dire, bon, c'est des contenus. Je sais pas, vous avez une tradition en France, on est plutôt monogame, vous avez des traditions qui sont polygames, vous voulez imposer un truc monogame dans un contexte polygame, ça pose des problèmes à cause du contenu. Et on s'est rendu compte, non, c'est pas uniquement une histoire de contenu, c'est la logique qui peut être différente. Puis petit à petit, on s'est rendu compte, c'est la vision du monde sous-jacente qui est différente. Et là, donc, Michel Alliot avait essayé de synthétiser un peu des grandes différences au niveau des structures profondes. C'est une approche plus structurelle. Donc l'altérité, c'est si vous prenez la photo. Donc en regardant les photos, vous dites, tiens, c'est différent parce que top. La prochaine étape qu'on va voir après, c'est la complexité, comment ça joue en dynamique, le film. Et donc dans les années 80, c'était déjà de voir quelles sont les grandes différences.
Donc lui avait dégagé 3 archétypes, donc de soumission, d'identification et de différenciation. Puis moi j'ai ajouté articulation, et puis vous pouvez rajouter un autre qui est, on va dire, de rationalisation. Juste en quelques mots, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la grande idée. Vous regardez le droit en France, il est fondamentalement inscrit dans les mythologies. Un Dieu créateur qui crée le monde de l'extérieur. Ce monde est soumis à ses lois. Il y a l'ordre dans le monde parce que tout le monde suit ses lois. Les palais de justice, ils changent aussi maintenant. À l'époque, c'est toujours boum, le juge qui est en haut, les autres sont en bas. C'est le juge qui dit le droit. Vous avez même les déclarations des droits de l'homme. Regardez un peu l'iconographie. C'était l'annonce avec les trompettes, avec les anges, les trucs, les tables de la loi. On est complètement dans ces représentations-là. Alors quand on est dedans, on y réfléchit peut-être pas tellement, mais on est fondamentalement dans ces représentations. C'est l'unité qui prime, l'uniformité des lois qui prime, l'imposition d'un ordre qui prime. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est la norme générale impersonnelle qui est la référence pour le vivre ensemble. Après, vous allez en Chine. Mais il n'y a pas de Dieu créateur. Le monde n'a jamais été créé. Le monde, il suit sa propre dynamique. Le Tao. Il y a eu des univers avant, il y aura des univers après. Il a une dynamique interne de yin et de yang. Dans la société, ce qui est important, c'est de s'harmoniser à cet ordre cosmique. Comment est-ce qu'on s'harmonise? À travers les rites. Donc on n'est pas du tout tellement dans une imposition d'un ordre par l'extérieur, c'est comment est-ce que, chez Confucius, l'éducation, l'autodiscipline, comment est-ce que j'internalise les valeurs pour m'harmoniser à la société qui elle-même qui va s'harmoniser à la terre, qui elle-même va s'harmoniser au ciel. Comment s'harmoniser? C'est la question principale. Mais en même temps, on est dans le principe de yin-yang. Donc normalement, c'est le li, c'est le rite. Mais on sait qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les rites, les étrangers. Il y a ceux qui ne les respectent pas. Alors il y a le fa, le droit, imposé. Mais pour eux, ce n'est pas du tout vu comme une opposition, quoi que ce soit. C'est la complémentarité logique. C'est l'effet yin-yang par rapport à l'organisation du social. Donc vous êtes déjà dans des représentations qui sont très très différentes. Et là où chez nous, c'est, on va dire, le droit, là-bas, on va vous faire sentir que vous êtes en train de ne pas vous comporter comme vous devriez, sans peut-être trop dire. On n'est pas du tout dans le même genre de jeu. Et quand vous regardez, par exemple, au Japon, qui est une société très très développée, il y avait à l'époque des études en droit comparé très intéressantes où ils disaient entre les États-Unis et puis le Japon. Et en gros, au Japon, un avion se crache, enfin c'était l'exemple. Personne ne va rien dire au départ. On attend à ce que la société, la compagnie aérienne s'excuse et propose des choses. Parce que c'est son rôle. Et c'est seulement si ces choses ne sont pas faites, après on va peut-être commencer à quand même pousser un peu, négocier un peu, ou faire sentir. Et c'est vraiment si rien ne se passe, que peut-être après on va aller vers du droit au sens de dommages et intérêts qui vont être demandés. Aux États-Unis, c'est l'inverse. L'avion commence à cracher. Et déjà, vous appelez vos avocats pour le préjudice moral, psychologique, et je ne sais pas quoi, etc. Donc, pourquoi je donne cet exemple? Parce que ça n'a rien à voir avec le niveau de développement en tant que tel, c'est en termes de représentation. En Chine, au Japon, quand j'étais en Chine, j'ai vu ça, le contrat écrit, ça commence à changer. Mais c'est pas ce qui compte le plus. Mais c'est la parole donnée, échangée, par rapport à votre statut, par rapport aux gens qui vous soutiennent. Ça compte beaucoup plus que le papier qui est écrit. Peut-être que les choses changent. Mais qu'est-ce qui prime? L'oral ou l'écrit? C'est pareil. Quand vous êtes dans des cultures qui sont que orales, à quel point fait sens le fait qu'on va avoir un texte écrit et qu'on va appliquer le texte écrit? Posez-vous la question. Archétype de différenciation. Donc ça, c'était surtout Michel Alliot et Étienne Loa quand ils ont travaillé sur certaines sociétés traditionnelles africaines. Mais aussi, on voit aussi chez les Mohawks, avec Robert Bachon, tout à l'heure. C'est des sociétés, alors là, vous n'êtes même pas dans une structure 2, vous êtes dans du 3 et plus. La société fonctionne à travers la complémentarité des différences de ceux qui composent cette société. Vous avez besoin de groupes différents.
un de mes amis, il me disait, le proverbe là, égaux, nous ne vivrions pas ensemble. Si je suis comme toi, je n'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce qui ferait le lien? Par contre, si je suis un agriculteur, j'ai besoin d'ustensiles, donc j'ai besoin d'un forgeron, j'ai besoin des autres. Parce qu'il y a une logique de complémentarité des différences. Et là-dedans, très souvent aussi, vous avez donc une vision donc, interne de la société. Il faut négocier l'arbre à palabres, un symbole. Il faut négocier les solutions dans le ventre du village, dans le ventre du groupe. Donc là, vous êtes dans des principes de structuration qui sont 3 ou plus, et plus dans une logique négociée. Hein, donc on avait la logique imposée en Occident, la logique plutôt acceptée, par exemple en Chine, et puis la logique plus négociée dans ces contextes. Puis l'Inde, ça s'articule un peu tout ça. Mais vous vous rendez compte que quand je vous parle de ces réalités-là, elles existent chez nous. Mais elles sont plus ou moins cachées. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur la justice des mineurs en France. La justice des mineurs, quand c'est les jeunes qui sont des délinquants, il s'agit de les socialiser. Donc on veut les amener à une socialisation juridique. Donc en fait, le juge des mineurs est pas mal en train de négocier parfois avec les mineurs. Donc écoute, si tu te comportes bien, on ne mettra pas au dossier, etc. Donc, en France, pendant longtemps, la justice des mineurs a été vue comme une justice mineure. Parce que ce n'est pas la justice, la vraie justice. Cour de cassation, que du droit pur, et les normes, et les règles. Là, on est dans un truc qui est... voilà. Mais quand vous aviez vu, par le détour d'autres sociétés, les mécanismes, non, ils sont en train de faire de la négociation sur des modèles de conduite et de comportement. C'est ça qui est en train de se passer là. Donc vous vous rendez compte qu'il y a une logique qu'on ne voyait même pas forcément de manière explicite parce qu'elle était cachée, voire elle était rendue honteuse par le discours dominant, la vision dominante d'une culture dominante. Et donc en même temps, on s'est rendu compte que chaque droit, ce qu'on a vu dans les différents archétypes, en fait, pour Étienne Leroy, il est tripode. Tout droit fonctionne sur les habitus, sur ces manières de faire qu'on a, sur des modèles de conduite et de comportement, et sur des normes générales impersonnelles. Donc là, on se dit, c'est vachement intéressant. En fait, le détour par les autres cultures m'a fait prendre conscience aussi de choses insoupçonnées dans ma culture, et me permet tout d'un coup, en les rendant conscients, à travailler sur l'articulation consciente et complémentaire de ces différentes logiques. Et ça amène à la question, le droit en tant que tel, il y a des éléments différents, mais comment est-ce que ça marche ensemble? C'est quoi la dynamique? Et donc la complexité des choses. Et juste, avant d'arriver à la complexité, Raymond Panicard, je l'ai mis en bas, pareil, en comparant les différentes cultures, vous vous rendez compte que certaines cultures sont plus anthropocentrées, c'est le cas de la nôtre. C'est l'être humain qui est au centre, et c'est lui qui fait ses choix, homo faber, l'homme qui est artisan de son destin. Vous avez d'autres qui sont beaucoup plus théocentrés. C'est Dieu qui est la référence, on ne peut pas regarder dans les pays musulmans, la charia, c'est le droit de Dieu, c'est explicite. C'est ça qui est très important. Dans d'autres, par les mots, il y a le côté la nature, l'environnement, qui est plus important. Donc en fait, il y a certaines sociétés qui sont plus cosmocentrées, il y a d'autres qui sont plus anthropocentrées, et il y en a d'autres qui sont plus théocentrées. Mais Raymond Panicard faisait la remarque que fondamentalement, la réalité humaine, elle est les trois. Elle est cosmothéandrique. Pourquoi? Parmi les êtres humains, on ne peut pas nier. Il y a l'univers dans lequel on s'inscrit. Vous pouvez dire oui, mais il y a pas mal de milliards d'années pendant lesquelles il n'y avait pas d'être humain. Oui, mais sauf que la réalité en tant que telle que vous pouvez la connaître, c'est que l'univers avait des êtres humains dedans. C'est le fait qu'il y a un être humain, c'est pas uniquement un accident en plus par rapport à ce que nous on peut connaître. L'univers a toujours contenu aussi l'être humain. Si vous dites non, c'est que vous avez uniquement regardé de manière diachronique en regardant le passé. Mais si vous prenez l'ensemble de ce qu'est l'univers, à un certain moment, il y a cette réalité. Donc il y a l'environnement, il y a l'être humain, et il y a ce que Panicard appelle, bon, lui, le divin, on va dire, au-delà. Hein, il y a toujours, c'est pas un système huilé, un programme. Il y a toujours cette liberté fondamentale, ces choses qui sont au-delà, l'étonnement, le truc qui peut surgir,
il y a cet aspect-là aussi qui est là. Et donc c'était juste pour vous dire, voilà, le grand enjeu pour Raymond Panicard par rapport aussi au défi du pluralisme, c'est peut-être petit à petit de redécouvrir chacun ces dimensions cosmiques et en vie, en sachant que selon la culture à laquelle vous appartenez, vos pondérations sont probablement différentes. Mais on peut quand même s'ouvrir. Et donc sur la complexité, ça c'est la dynamique. Alors la grande question c'est de dire oui, mais alors comment rendre compte des choses qui sont tellement diverses en interaction, etc. Comment est-ce qu'on n'arrive plus à les représenter de manière uniquement causale ou linéaire? Alors comment faire? Et donc là, en fait, Étienne Leroy, il a fait un peu un jeu de mots, c'est le jeu de loi, hein, le jeu. Il dit, ben, on va faire le jeu des lois. Donc il a repris les cases du jeu de loi. Il a dit, ben, si on veut comprendre des situations données, et pour ne pas tomber justement dans la complexité, on ne veut pas tomber dans les dangers de l'essentialisme. On ne veut pas dire, ah oui, bah, parce que, je ne sais pas, c'est des Chinois, ils sont comme ça. Ben non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, comment ne pas essentialiser les gens? Comment ne pas avoir une approche culturaliste? Ah ben il est italien, il est comme ça. C'est pas comme ça que les choses se passent. Donc il faut analyser à chaque cas donné comment les choses se passent. Donc ça c'est le numéro 10. C'est quoi les règles du jeu qu'on est en train de jouer à un moment donné? Et pour connaître ces règles du jeu, on va voir c'est quoi les acteurs. Et c'est quoi leur statut. Quelles sont leurs ressources. Et ces ressources, ça peut être des ressources matérielles, de l'argent, mais ça peut être les ressources idéales, toutes les ressources que vous pouvez mobiliser, sociales, les réseaux que vous avez, etc. Quelles sont les conduites? On a des conduites qui sont plus des tactiques, d'adaptation à des choses, parfois stratégiques, à plus ou moins long terme. Quel genre de conduite est-ce qu'on s'inscrit? Quelles sont les logiques? Par exemple, là, est-ce qu'on est dans des logiques plus institutionnelles? Il faut asseoir pour durer? Ou est-ce qu'on est plus dans des logiques fonctionnelles? Vous voulez remplir une fonction, une fois que la fonction est faite, là on s'est rencontré, on n'a pas besoin d'une institution pour organiser une rencontre, c'est la base. Hein? Mais c'est pas les mêmes logiques, c'est pas les mêmes intentions, c'est pas les mêmes. Quelles sont les logiques? Les logiques, est-ce que vous êtes dans une logique? Vous avez ça au ministère de la Culture. Vous êtes dans une logique culturelle, je sais pas, de l'art, d'un artiste. Et puis vous avez la logique commerciale, et puis vous avez la logique. Vous avez toutes ces différentes logiques, et parfois c'est pas évident de trouver l'articulation. Les échelles, est-ce qu'on est au niveau local, on est au niveau régional, on est au niveau étatique, on est au niveau supra-étatique régional, on est au niveau global, et la même réalité peut prendre des dimensions très différentes par rapport à l'endroit où on le regarde. Vous avez un petit problème entre un hindou et un musulman en Inde, ça c'est un niveau, et puis ça peut avoir des répercussions par rapport à l'Inde au Pakistan. Mais ça coexiste, donc c'est pas exclusif, les différentes échelles sont coexistantes. Et si par exemple vous arrivez à tirer votre problème de l'échelon local à l'échelon national, par exemple, pour une cause juridique, tout d'un coup, toutes les dynamiques vont changer. Les processus, c'est le temps. Est-ce qu'on est sur du micro-temps, sur, je ne sais pas, quelques décennies ou quelques années? Par rapport là, les questions que vous posez, là, pourquoi vous posez les questions sur les droits culturels? Est-ce que c'est juste parce que maintenant, c'est sorti, bon, il faut faire quelque chose? Ou est-ce que vous posez les questions pour dans 5 ans, pour dans 10 ans? Ou est-ce que vous posez la question pour le siècle à venir? Ou est-ce que vous posez la question? L'être humain, tel que nous sommes aujourd'hui, il existe depuis combien de temps, à peu près? Ordre de grandeur. À peu près comme nous, on est 2 millions d'années. Et les origines, 4-5 millions d'années. Les grottes là, de Lascaux, c'est, je ne sais pas, 40 000, 50 000 années. Là, je veux dire, on a des peintres, on a des artistes. Mais avant, vous avez déjà des centaines de milliers d'années, des millions d'années, il y a des êtres humains. Donc nous, quand on est en train de réfléchir, on a les... Bon, on les oublie après. Après, on regarde un peu l'histoire, on a les Égyptiens, les Mésopotamiens. Allez, on est dans les 4000, 5000 ans. Déjà, ça nous paraît long. On oublie un peu. Mais ces 5000 ans, c'est rien par rapport aux 50 000 quand vous regardez sur les grottes qui sont peintes.
et ces 50 000 sont rien sur les 200 000 où vous aviez le Homo sapiens, voilà, et ça c'est rien par rapport aux 2 millions, 3 millions d'années qui étaient avant. Sur quel ordre de grandeur on réfléchit? Et sur quel ordre de grandeur le politique doit réfléchir et agir? Dans un monde dans lequel on a de plus en plus d'impact sur ce monde. Donc, je vous le dis juste tout ça quand on parle de processus, voilà. Et certaines choses, la notion de personne, d'individu, c'est des choses qui remontent au moins à 2000 ans. La cristallisation de ce genre de représentation qui nous donne notre manière de fonctionner. Donc c'est extrêmement, extrêmement important. Et cet horizon plus vaste, je sais que ça peut donner le tournis, mais c'est comme Étienne Leroy qui disait que bon, il n'est pas de nature pessimiste, mais parfois quand même la nuit en dormant. Ben, posez-vous la question, parfois vous dites là on est combien? On est 8 milliards? Non, on est combien d'êtres humains? Combien? Oui. Voilà. Et puis ça va augmenter. Comment on va gérer? Il faut se poser ces questions. Et si on ne se les pose pas, bon, bah, la planète s'en remettra. Hein. Nous, pas sûr. Donc voilà, c'est des questions politiques au sens profond. Et culturelles au sens profond. Quelle culture pour vivre? Quels sont les forums? Ah, donc pareil, quand on parlait par exemple sur le droit dans certaines des anciennes colonies, quand vous avez les forums modernes qui ne sont pas vraiment accessibles, mais que les forums traditionnels n'ont plus la légitimité, alors vous allez où? C'est quoi les nouveaux forums? Sur quel forum par rapport aux arts? Dans le communautaire, ça commence à disparaître. Dans le théâtre, ça donne autre chose. Enfin, elle est où la place? Alors sur Internet, un nouveau forum, oui. Mais quels sont les forums sur lesquels se jouent les choses? Quels sont les ordonnancements sociaux? Donc ça, c'est un peu ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec cette plutôt ordre imposé ou accepté ou négocié, sachant qu'il y a toujours aussi de la contestation de l'ordre. Mais dans quoi on est? Quels sont les enjeux? Puis les enjeux pour les différentes personnes ne sont pas forcément les mêmes. Je veux faire une carrière au ministère, donc je fais certaines choses. Ou alors, non, moi, je suis l'idéaliste absolu qui veut... voilà. Ou il y a le côté budgétaire, il y a le côté... Enfin, il y a plein. Donc les enjeux peuvent être différents selon les acteurs. Mais tant qu'on ne les explicite pas, à nouveau, ça peut être un peu compliqué, en fait. Et même quand on les explicite, parfois, ça, c'est l'autre chose que vous apprenez dans le dialogue interculturel. Tant mieux parfois qu'on ne se comprenne pas trop bien. Là où les jésuites ont commencé à se faire mettre dehors par les Chinois, c'est quand les Chinois ont commencé à comprendre quel était vraiment le projet des jésuites. Avant, quand on n'avait pas trop compris, j'étais bon, voilà. Donc c'est aussi parfois très diplomatique de creusons pas trop. Et je pense un peu sur le flou malentendu, là, comme ça au moins on peut continuer à avancer ensemble. Et puis après, quelles sont les règles du jeu? Et donc ces règles du jeu aussi sont des règles du jeu, donc soit les normes générales et impersonnelles, les lois, ou alors des modèles de conduite et de comportement qui sont partagés, ou les habitus, une articulation de tout ça. Maintenant, vous me direz, tout ça c'est bien bon. Mais là, quand je vous ai parlé de ça, j'ai commencé avec quoi? Pour voir si vous écoutez. Non, premier. J'ai commencé avec les acteurs. J'ai commencé avec des individus. Tout ce truc, il est fondamentalement occidental comme représentation. Pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé par dire, première chose, le thème astrologique de la situation de la France? Et puis après, on commence à... Donc, on est déjà enraciné dans une vision anthropocentrée de sciences sociales modernes. Donc, on s'est ouvert à l'interculturel et on a traduit ça au niveau du logos. On l'a mis dans notre système, on en a tiré un certain nombre de théories, un certain nombre d'implications après donc de politique publique, de législation, etc. Mais on l'a retraduit dans notre système. Mais l'autre système, il continue à exister. L'autre fenêtre, elle continue à exister. Donc vous avez cette autre dimension qui est celle de l'interculturalité. Quand vous dites on va écouter les peuples autochtones au Canada, et on va leur donner maintenant tel ou tel droit, je vais vous dire, mais attendez, comment vous pouvez nous donner des droits, entre guillemets, leurs droits naturels? C'est la nature des choses d'être d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas nous donner des droits, on fait partie de ce pays, on est inscrit là-dedans. Et déjà, je suis en train de parler à la manière qui ne serait pas la leur.
Et de dire, mais on n'a jamais même accepté que... Enfin, c'est même pas qu'on n'a pas accepté qu'on est vos sujets, mais la question ne se pose pas comme ça. Un être humain ne peut pas décider, comme ça on va voter, et tout d'un coup on décide que, je sais pas, on peut aller massacrer ou violer notre terre-mère. Il y a un respect. Nos frères, les ours et les aigles, etc., ils ont leurs droits. Le pluralisme, il s'étend à tout ça. Et c'est pas à nous, en tant qu'être humain, de remettre en cause tout cet ordre-là. Donc quand vous commencez à avoir des discussions comme ça, où les ancêtres, le monde invisible, ils sont là, ils ont leurs droits, vous dites, mais ça ne se sent pas, mais quelqu'un qu'on connaît, le Dalai Lama, ces institutions-là, c'est juridique. Quand il est mort, on ne sait pas où il est. Mais pendant qu'on ne sait pas trop où il est, les choses continuent à lui appartenir. Et quand on trouve son incarnation, il reprend ses fonctions et toutes ces choses. Vous avez des systèmes juridiques qui prévoient que l'être humain, là, entre guillemets, c'est pas uniquement ce qui est là, mais qu'il y a quelque chose qui passe de vie à vie, etc. Et on a des institutions, des règles pour organiser tout ça. Alors, vous mettez ça où? Dans un système juridique, par exemple, chez nous. Mais là, on commence à voir, ça donne le vertige. Mais donc, c'est juste pour vous dire, n'oublions pas qu'il y a cette dimension. Et que parfois, même, on a l'impression d'être déjà allé très loin. Mais sachez qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait, on est parti là, peut-être, et puis on est allé là. Et puis l'horizon du pluralisme, il est... il est encore beaucoup. Et donc, il me paraît important, donc, puis c'est l'avant-dernière chose, il y a 4 points qui me paraissent importants donc, sur le cheminement du dialogue interculturel. Si j'appelais ça un peu des désarmements culturels existentiels. Donc le premier, c'est celui de l'altérité. On a déjà parlé, c'est le fait au moins de reconnaître que l'autre n'est pas un vide à remplir, mais c'est une plénitude à découvrir. J'ai quelque chose à apprendre. Et je vais, si je veux apprendre, devoir me remettre en question, parfois très très profondément et fondamentalement. Deuxième chose, c'est la complexité. C'est-à-dire l'altérité, c'est bien, mais n'oublions pas que toutes les cultures ont toujours été en échange. Vous prenez le nom, mon nom Christophe. C'est Christophoros. C'est le porteur du Christ. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la raconter là, mais c'est une chouette histoire. C'est aussi un passeur, passer les gens sur son épaule d'une rive à l'autre. Alors dans les églises orthodoxes, il y a des représentations de Saint Christophe avec une tête de chien. C'est pas commun. On est chrétien d'avoir des représentations non humaines. D'où ça vient? C'est curieux ce qui j'ai cherché. Et là vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez entendu parler d'Anubis chez les Égyptiens, qui était le passeur pour les morts, c'était avec la tête de chacal. Ah tiens, il faisait passer aussi comme Saint Christophe. Et à un certain moment, il y a eu donc, les Grecs à l'époque, se sont allés former en Égypte. Et il y a un culte qui s'est créé de Hermanubis. C'est un culte syncrétique entre Hermès, qui est le dieu des voyageurs, le messager des dieux, et de Anubis. Et en fait, la figure de Saint Christophe, on a repris certains aspect de ce culte d'Hermanubis par rapport à son profil. Et probablement sa tête de chien, ça vient de l'Anubis égyptien. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Vous avez commencé en fait votre travail en vous disant, ben voilà, un nom, on ne peut pas avoir plus chrétien et plus, je sais pas, européen que ça. Et puis vous commencez à regarder, puis il y a du grec dedans, et puis de l'égyptien dedans, et puis il y a toutes ces visions. Et tout d'un coup, waouh! Donc quand j'ai dit que la vie ou l'autre n'est pas un vide à remplir, mais une plénitude à découvrir, c'est pas que c'est tout plein, dans le sens où je suis tellement plein de moi-même, c'est plein dans le sens que c'est plein de relations. Il y a toute l'histoire humaine, quelque part, qui se cristallise après dans quelque chose. Donc quand on parle de complexité, c'est ça aussi. Et beaucoup des pratiques, le yoga moderne tel qu'on le pratique, vous imagineriez pas à quel point l'Occident a été extrêmement important pour cristalliser ce qui se pratique maintenant sous forme de yoga en grande partie. Il y a plein d'échanges. Puis l'interculturalité, c'est ce que je viens de vous dire avec les différentes
fenêtres qui vont toujours coexister, et puis ne pas oublier l'humanité. On partage l'humanité. Et une des caractéristiques de l'être humain par rapport à d'autres animaux, c'est que justement on a une très très grande fragilité. On met beaucoup de temps pour déjà savoir faire la base, hein, un enfant, il y a un apprentissage très long. Et reconnaissons cette fragilité comme quelque chose de positif. C'est ce qui nous permet justement de nous mettre à l'écoute, c'est ce qui nous permet d'évoluer, c'est ce qui nous permet tout ça. Alors que souvent, on essaye au contraire de nier. Ah, c'est parce que c'est fragile, il ne faut surtout pas montrer qu'on est faible, il faut surtout tout de suite assurer, il faut tout de suite donner les réponses avec les bonnes procédures d'évaluation et les bons, etc., etc. Alors où est-ce qu'on se donne la possibilité encore humaine de vivre les choses, de prendre les responsabilités sur les choses? On ne peut plus, puisqu'on bétonne tout avec des réponses avant même d'avoir regardé ce qui est là. Un ami dans le projet de développement me disait: un ingénieur, il voit de l'eau, il voit un barrage. Certainement, c'était ça. Alors, dans les Himalayas, quand on voulait régler le problème de l'eau et tu réglais ça avec des barrages, c'est un peu embêtant. Mais on ne voyait pas d'autre manière de gérer l'eau parce qu'on était formaté en tant qu'ingénieur à approcher les choses comme ça. En France, on a parfois un peu l'impression qu'on voit un problème social, il faut une loi. Peut-être qu'il ne faut pas une loi, mais le réflexe, c'est qu'il faut une loi, il faut un truc, il faut un... Alors, pour terminer, donc ça c'était l'UNESCO qui m'avait demandé, c'était quand ils ont préparé leur 2009, le rapport mondial sur la diversité culturelle, et donc il y avait une réflexion aussi sur l'éducation interculturelle. Et on m'avait demandé d'intervenir, et j'ai dit, c'est quoi les éléments importants dans une démarche interculturelle? Et ça, vous l'avez, en fait, dans le... Alors, les 10 points que j'ai trouvés, j'ai dit, quand j'essaie d'enseigner des choses à qui que ce soit, il faut déjà avoir confiance. Si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas confiance, vous avez déjà peur de dire quoi que ce soit parce qu'on va se moquer de vous, on va vous... déjà, vous êtes mal parti pour partir dans du dialogue. Donc la première chose, c'est confiance, ce qui signifie, si on parle en termes d'institution, en termes d'école ou quoi que ce soit, au moins de créer une ambiance de bienveillance de base. Que les gens, on n'est pas uniquement dans la compétition, on n'est pas en train de montrer qui est plus fort, on n'est pas en train... On a une bienveillance de base où on peut avoir une certaine confiance dans les autres, qui va peut-être nous donner un peu confiance en nous-mêmes, qu'on peut aussi oser sortir un peu de son coin. Et au moment où vous allez oser, vous allez au-delà de votre limite. Vous êtes confortable quelque part, et là, on va au-delà de ce qui est confortable pour nous. Et on ose le faire parce que la situation nous le permet. Donc ça nous permet de nous ouvrir. Donc je vais m'ouvrir, je vais être curieux, je vais dire, tiens, qu'est-ce qu'il a à me dire? Puis, je vais écouter. Et quand on parle d'écouter, alors ça, c'est à nouveau monsieur Robert Vachon. Ok. Et donc là, on est juste à la deuxième cassette, le 10 août 2009. Là, on continue l'interview avec Robert. Ok. Et donc là, on est juste à la deuxième cassette, le 10 août 2009. Là, on continue l'interview. Ok. Et donc là, on est juste à la deuxième cassette, le 10 août 2009. Là, on continue l'interview avec Robert. C'est juste pour que je me rappelle sur la cassette de Domskia. Dis-moi, Robert. Donc l'écoute, pourquoi je vais poser la question? On a beaucoup parlé justement de dialogue, et à un certain moment, je dis, mais donc c'est l'écoute. Et pourquoi je vais vous montrer cet extrait? C'est que justement, c'est pas uniquement l'écoute avec les oreilles, c'est pas uniquement l'écoute rationnelle, dans le sens de j'ai compris ta théorie et maintenant je te donne ma théorie, etc. Il y a autre chose. Donc après, le dialogue, c'est l'écoute, fondamentalement. C'est l'écoute, c'est l'écoute. L'écoute contemplative, j'appelle ça l'écoute contemplative. C'est l'écoute, pas seulement avec les oreilles, avec ton cœur, puis plus profond encore avec ton âme. Puis alors tu te vides complètement et tu te laisses remplir. Te laisser remplir.
Mais pour ça, il faut se guider. Alors, c'est l'écoute contemplative, c'est une écoute, c'est presque comme tu disparais et tu laisses la place aux choses. Et là, les choses viennent de parler, viennent tout à toi. C'est pour ça qu'on dit que les sages ne sont pas comme moi, ils parlent pas. Ils sont plutôt des gens qui gardent silence. Mais en même temps, il y en a qui te disent que les sages disent oui, mais le silence passe aussi par la parole. Le Panicar, il écrit beaucoup, il parle beaucoup. Je me souviens, quand il est venu à McGill ici, un jour, il a commencé sa conférence en disant la seule chose qui vaut la peine d'être dite, c'est celle qui ne peut pas être dite. Et justement, parce qu'elle ne peut pas être dite, il vaut la peine d'essayer de la dire. Moi, j'avais enregistré ça. Ce qu'il avait dit. Quand j'ai entendu dire ça, je n'ai pas eu le temps de réfléchir à tout ce qu'il avait dit. Quand une fois que j'avais le texte devant moi, là, je commençais à méditer ça. Puis maintenant, là, c'est pareil comme si, là, il m'a dit dans ce mot-là, les mots pour tout mêler, d'une certaine façon, qui me parlent de la l'écoute silencieuse. Je parle beaucoup, et c'est pour ça que. Donc, la qualité de l'écoute. Et je vais juste, ce sera plus simple, ça me revient en PowerPoint. On va terminer là-dessus. Il parle de la notion de personne. Aussi, donc, la notion de personne qui a un lien entre un nœud de toutes sortes de liens. Donc, je vais vous le mettre maintenant, comme ça, je n'ai pas la difficulté de retrouver, et après, donc, on termine les 5-6 derniers points, et après, on est libre pour les discussions. Ça, je dis, moi, il y a une différence que j'aime faire entre le mot individu et personne. Pour moi, l'individu, ça vient du latin, divisum, ça peut être un très beau mot, ça veut dire qu'il n'est pas divisé. Dans un sens, ça voudrait dire tout. Mais l'individu est compris souvent comme ceci, pas cela. Et là, alors, je suis un individu, moi, je suis unique. Il n'y en a pas d'autre comme moi, là, je suis unique. C'est vrai, on est chacun unique. Mais on n'est pas seulement unique, on est aussi le tout. Chaque chose est le tout. Comme chaque chose est unique. Alors, le mot que j'utilise, moi, dans la langue, il y a d'autres façons de dire, dans la langue française ou anglaise, on dirait la personne puis l'individu. L'individu, c'est le petit égo, là, tout renfermé sur le même, là. Tout petit, là. Il n'y a pas grand-chose là, tu sais, là. C'est mon égo, là, tu sais. La petitesse, là, à l'étroitesse, là, tu sais. Puis la personne, ça comprend tout ce que tu es, tous les liens que tu es. Quand je vois le monde entier. Tu es beau, tu es beau, tu es le monde entier, tu es une splendeur de l'univers. Et que tu peux te regarder dans le miroir et te voir que tu es la splendeur de l'univers. Au lieu de voir juste la petite face qui est là, qui a l'air de rien. Mais regarde-toi dans le miroir, tu es une splendeur de l'univers. Et tu peux marcher debout, être fier de ton visage, de qui tu es. Je m'en sacre, comme on dit ici en québécois, je m'en sacre bien de comment tu es peut-être. Peut-être un œil comme ça, peut-être une oreille comme ça, mais c'est peut-être pas ton goût, mais c'est ta beauté à toi. Puis il n'y en a pas deux pareils. Et puis c'est une splendeur, c'est l'univers entier qui se reflète en toi. Sois-en fier. Et sois pas un petit égo, mais sois une personne épanouie et qui n'a pas honte d'être qui il est, et puis en même temps qui ne sait pas, en fin de compte, toute la richesse de ce qu'il est. Et puis alors tu peux aller avec humilité, mais aussi avec fierté, et puis tu marches avec
et en même temps avec beaucoup d'humilité, de modestie, parce que ce n'est qu'une petite chute dans cette immense harmonie cosmique. Et puis, être un, et quelqu'un, un vieux sage, on te reconnaît, et là tu es encore plus beau quand tu es un. Il y a la beauté de. Voilà. Oui, vraiment, quand j'ai fait l'interview de Robert, au départ, c'était vraiment l'idée de. Vous avez vu, j'ai bien cité les gens, je me suis dit, c'est mieux quand on les voit. Parce que vous avez toute la manière de parler, ça va. Et donc je m'étais dit, pour mes étudiants à l'université, ce serait bien que je puisse leur montrer un peu Robert Vachon. Et je m'attendais, je le connaissais bien, mais comme c'était un peu, entre guillemets, académique, je m'attendais à des réponses, on va dire, un peu plus académiques. Et puis je suis très heureux que ce n'est pas comme ça qu'il ait répondu, parce que, vous voyez, c'est des choses à la base qui sont très simples, mais elles sont très très profondes, et c'est des choses que souvent on perd de vue. Peut-être qu'au départ, on a choisi de faire un certain métier, pour moi c'est le côté éducation, parce qu'on avait cet élan. Et puis après, on est tellement pris dans du court terme, des projets, des trucs, etc. Et puis on commence à complètement oublier vers quoi on était parti. Et malheureusement, collectivement, c'est la même chose. Parfois, on oublie les gros enjeux parce qu'on est de plus en plus pris par la tête dans le guidon. Et donc, cette écoute, entre autres, oui, c'est le prochain pas, quand vous allez vraiment écouter, c'est l'émerveillement. Peut-être ce que vous avez vu, c'est pour ça aussi que j'aime bien vous le montrer, Robert Vachon. On est émerveillé, c'est merveilleux, ça ne peut pas dire que tout va bien, etc., mais c'est merveilleux le monde, il y a une richesse qui est absolument extraordinaire, qui est là. Et si vous perdez cette capacité de vous émerveiller, vous rentrez à nouveau, l'autre devient un vide à remplir. Vous n'avez même pas encore vu, déjà vous mettez votre catégorie dessus, vous mettez votre concept dessus. Donc vous coupez déjà ce qui peut se passer. Mais au moment où vous émerveillez, que vous laissez donc les choses vous interpeller, là ils vont vous questionner. Et au moment où ils vont vous questionner, va commencer un nouveau processus d'enracinement. Ah bon, je pense ça. Je n'étais pas au courant quand je pensais ça. Ou alors au contraire, quelqu'un vous dit quelque chose et puis ça vous déstabilise, hop, vous perdez votre équilibre. Comment je reprends mon équilibre? Donc tout d'un coup, cet émerveillement vous amène à un enracinement. Et puis une fois que vous enracinez, là vous allez répondre. Vous dites, ah, mais chez nous c'est pas comme ça. Donc pousse pas trop quand même. Parce que... Donc tout d'un coup, vous rentrez dans la réponse. Et puis c'est à travers donc, ce jeu de réponse, quand j'ai fait, je vais vous les faire passer après, si ça vous intéresse, le livre que j'avais fait sur les droits de l'homme et le dialogue interculturel, où j'avais cette idée d'une communauté des droits de l'homme, dans le sens de justement pas un système des droits de l'homme, mais une communauté. Il y a un partage, la notion de partage qui est importante, mais qui soit un écosystème, mais qui soit en même temps un écosystème, des échos. J'en vois, et puis il y a l'écho qui revient, et puis on voit, et un écosystème, un système de complémentarité. Ça, c'est le partage. Et puis dans ce partage, d'une part, ça va nous permettre de nous découvrir en tant que les individus que nous sommes, mais en même temps comme une humanité plus large. Et en jouant ce jeu-là, petit à petit, comme je disais à la fin, apprendre, peut-être qu'on apprendra à apprendre. Parce qu'on pense déjà qu'on sait apprendre, mais les explorations m'ont mené à croire qu'on est un peu prétentieux quand on pense déjà savoir comment apprendre. Alors qu'en fait, c'est comme si on se coupait de beaucoup de réalités. Et c'est important parce qu'on a besoin de structure, mais il ne faut pas que les outils qu'on a deviennent en fait des prisons. Une langue, c'est magnifique, mais ne nous enfermons pas dans une langue. Une certaine forme d'art est magnifique, mais ne nous enfermons pas dans cette forme d'art. Je vous ai fait la référence tout à l'heure, moi ça me tient beaucoup à cœur. Il y a des lignées, moi il y a Étienne Leroy,
Roy, il y a Michel Alliot, il y a une certaine manière de travailler le laboratoire d'anthropologie et de ça. Il y a l'Institut interculturel de Montréal, il y a les différents méthodes de Tai Chi ou de yoga, etc. Donc c'est bon. Mais en même temps, si ça devient une prison, si ça devient une sclérose, si ça devient je ne veux plus écouter l'autre parce qu'il dit autre chose que moi, alors là, ça devient de l'outil, un outil émancipateur, ça devient un outil d'oppression. C'est absolument bien. Donc voilà, donc en gros, c'est ce que j'avais comme ça, à premier abord, à vous partager. Donc j'espère que il y a au moins quelques petites choses qui vous ont été utiles. Les interviews, comme je vous ai dit, vous les trouverez en fait sur ma chaîne YouTube, c'est Dialogues for Change. Sinon, vous juste taper mon nom, vous allez le trouver. Le PowerPoint, si vous avez envie, vous pouvez le diffuser. La seule chose, c'est que si jamais vous l'utilisez, citez d'où ça vient. Et sinon, à la base, moi je suis pour l'idée, il faut, parce que j'ai vu les photos un derrière, donc ça sera plus simple, comme ça vous aurez le PowerPoint tel quel, et puis vous l'avez. Et donc voilà. Et est-ce que vous voulez faire alors une petite pause de 5 minutes avant qu'on discute? Comme ça on se prend un petit... Voilà. Merci. Merci.